Bonjour à tous. Je suis Arnaud Robert, je suis le directeur juridique du groupe Hachette Livre et je suis surtout administrateur de l'AFJE qui vous accueille avec le cabinet Vogel aujourd'hui pour cette conférence la réforme du droit des contrats, l'heure du bilan, point d'exclamation. Oui, je crois qu'on peut dire que l'heure du bilan est arrivée. On a cru que c'était terminé le 10 février 2016, que le Parlement allait ratifier par une ratification sèche la réforme du droit des obligations. Et puis en fait, entre le 10 février 2016 et avril 2018, il y a encore eu des discussions. Il y a eu des rapports de près de 150 pages de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et l'ordonnance du 10 février a encore connu quelques modifications. Et dans ce long dialogue entre 2016 et 2018 qui s'est établi entre parlementaires, eh bien, la FJE a beaucoup contribué. Elle avait contribué dès 2015. On avait formé un groupe de travail ad hoc sous la direction de notre administrateur Maurice Bensadoun, et on a contribué, on a été entendu par le Sénat, par l'Assemblée nationale, et on a essayé de porter la voix des praticiens dans cette réforme fondamentale pour nous juristes, puisque le droit des obligations, c'est à la fois le socle de ce qu'on apprend à la faculté, mais aussi le socle de notre pratique dans notre vie de juriste de tous les jours. Il était donc naturel que la FJE organise cette conférence, et il était naturel qu'elle fasse appel ou qu'elle s'associe, s'allie avec son plus ancien partenaire parmi les cabinets d'avocats, et aussi celui, je crois, qui a démontré sur cette matière comme dans d'autres, qu'il avait une vision extrêmement praticienne du droit des contrats. Je vous renvoie à toutes les publications qui ont pu être produites par le cabinet Vogel, mais vous verrez que l'angle qui est pris est vraiment adapté à notre pratique de tous les jours. Alors je vais vous laisser entre les mains de Joseph Vogel. Je ne peux malheureusement pas rester, mais c'est à regret, car j'ai vu quelques gourmandises dans le programme. Et c'est sur ces gourmandises que je vais vous laisser écouter cette conférence. Ce que j'ai particulièrement envie d'entendre, c'est ne pas croire que le contrat fait la loi des parties. Alors c'est vrai que ça revient quand même sur une doxa très puissante qu'on nous a appris à la faculté. Le contrat fait la loi des parties. Eh bien non, ça n'est pas vrai. Et puis ce que j'ai encore plus apprécié, c'est faire intervenir en amont et de façon systématique les juristes pour toute question liée à la négociation, à la vie et à la fin du contrat. Donc ça, évidemment, notre partenaire, cabinet Vogel, ne pouvait pas nous faire plus plaisir en annonçant ce programme. Eh bien, donc je vous laisse avec Joseph Vogel et je vous souhaite une bonne dégustation donc, pour toutes ces gourmandises à venir. Merci beaucoup de votre présence. Et merci, Monsieur Vogel. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce matin. En fait, c'est vrai que le moment est très propice pour faire un premier bilan de la réforme du droit des contrats, puisqu'on est 2 ans après la date d'application, 1er octobre 2016, au contrat soumis au nouveau régime, et la loi de ratification de l'ordonnance qui a été adoptée il y a quelques mois entre en vigueur au 1er octobre 2018. Donc c'est un moment adéquat pour faire ce premier bilan. Alors, il y a quand même une erreur à ne pas faire, c'est de croire que la réforme est terminée. La réforme n'est pas terminée. Il y a beaucoup de gens qui disent « ça y est, on en a fini ». En fait, je pense qu'on va commencer, ou plutôt recommencer, parce que je pense que dans les 5 à 10 ans, la réforme, c'est vous qui la ferez et c'est les tribunaux qui la feront. Parce que dans l'ordonnance, il y a 353 nouveaux articles. Il y en a 21 qui ont été modifiés par la loi de ratification. Pour chacun de ces articles, si vous lisez la trentaine de commentaires de livres qui ont été consacrés à la réforme et peut-être les 300 articles qui ont été publiés, vous verrez que sur chacun de ces articles, il y a des opinions très divergentes de la doctrine
Très souvent, les gens ne sont même pas d'accord pour savoir si l'article est supplétif ou impératif. Parfois, ils donnent plusieurs interprétations à chacun de ces articles. Et parfois, on a l'impression que c'est comme quand Churchill disait, quand je demande l'opinion de 4 économistes, de 4 professeurs d'économie, j'en ai toujours 5 différentes parce que Keynes m'en donne 2. Là, c'est un peu la même chose. Alors, on n'est pas à ce niveau-là, mais on a au moins 2 ou 3 opinions divergentes de civilistes pour chaque grande question. Donc, la réforme n'est certainement pas terminée. Alors, je pense que le bilan que nous, on fait de cette réforme à ce stade, c'est que la réforme nous impose de 3 choses différentes. Elle impose une autre façon de négocier ces contrats, une autre façon de les écrire et une autre façon de les appliquer. C'est un peu, nous, le bilan qu'on fait de cela. Alors ça, c'est le bilan un peu microéconomique au stade de chaque entreprise. Si on est un peu plus macro, on peut dire que ce nouveau droit, alors il fait partie du quotidien des juristes, puisqu'il s'applique par définition à tous les nouveaux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, et y compris aux contrats renouvelés. Alors on peut toujours discuter, il y a des gens qui disent le contraire, qui pensent le contraire, ils ont des bons arguments, mais la doctrine très majoritaire considère que ça s'applique également aux contrats renouvelés après le 1er octobre 2016. Mais je dirais que ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça, c'est que ça imprègne également les contrats antérieurs. Alors il y a une grande discussion sur ce point, puisque normalement, cette loi n'est pas rétroactive, l'ordonnance n'est pas rétroactive, elle s'applique uniquement aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, sauf quelques actions, les actions interrogatoires, mais le reste, normalement, ne s'applique qu'aux nouveaux contrats. En pratique, le bilan qu'on peut faire aujourd'hui de cette règle est déjà très différent, puisqu'il y a eu une jurisprudence de la Cour de cassation qui a été interprétée par notamment le rapport Pillet, le rapport du Sénat, comme aboutissant à une application rétroactive. Donc le Sénat a considéré que la Cour de cassation, par plusieurs arrêts de 2017, avait appliqué l'ordonnance déjà à d'anciens contrats et même pire, à des contentieux en cours. D'après le Sénat, la Cour de cassation l'aurait fait en utilisant le fait qu'une loi nouvelle peut s'appliquer à des contrats anciens pour ses dispositions d'ordre public ou bien pour les effets légaux des contrats, c'est-à-dire pour les effets des contrats postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi. Donc le Sénat et l'Assemblée ont réagi très fermement à cela. Ils ont essayé de casser cette jurisprudence et le texte définitivement ratifié considère que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Donc le Parlement a voulu très nettement dire pour droit que la réforme ne s'applique pas aux anciens contrats. Alors, il reste un problème qu'on vit dans la vie de tous les jours, c'est et qu'on vit dans tous les contentieux, c'est que le Parlement n'a pas visé le fait d'interpréter le droit ancien à la lumière du droit nouveau. Et ça, moi je le vis dans tous les contentieux. J'ai plusieurs contentieux dans lesquels on m'oppose le fait que, même s'il s'agit d'un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, il faut en interpréter les stipulations à la lumière du droit nouveau. Et d'ailleurs, j'ai le sentiment que les arrêts critiqués de la Cour de cassation étaient plutôt libellés dans ce sens, qu'ils ont plutôt essayé de justifier l'application des principes du droit nouveau à d'anciens contrats en disant qu'il fallait interpréter l'ancien droit à la lumière de l'ordonnance. Et ça, on le retrouve dans des contentieux. Je vous donne quelques exemples de contentieux où on me le soulève. C'est du genre un contrat ou une ribambelle de contrats sont attaqués pour abus de dépendance économique. On demande la nullité du contrat, nullité de la transaction, par exemple. Et sous l'ancien droit, on ne pouvait attaquer une transaction en nullité pour violence que pour abus de dépendance économique. L'abus de dépendance économique est très strict, et notamment
la plupart des décisions se réfèrent aux conditions posées par l'autorité de la concurrence. Il faut que le co-contractant n'ait aucune faculté de substitution. Ça veut dire que dans le domaine économique, un concessionnaire, même exclusif, n'est pas considéré comme étant en état de dépendance économique. Parce qu'il y a 50 marques sur le marché, il peut changer de marque. Dans les contentieux, on va vous dire non, mais il ne faut pas l'appliquer, il ne faut pas l'interpréter comme ça. Le nouveau texte de l'ordonnance dit abus de dépendance. Il n'y a plus marqué économique. Donc, dans toute relation de dépendance, on peut soulever une nullité pour abus de dépendance économique si le contrat a été souscrit sous l'empire d'un abus de dépendance tout court. Et donc, ça veut dire qu'il faut interpréter l'ancien droit à la lumière du nouveau, et donc il faut annuler les contrats. C'est un exemple. Autre exemple, c'est l'imprévision ou la bonne foi. On va vous dire, il faut remettre en cause certains contrats conclus avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, parce que il y avait déjà la jurisprudence avant, je pense Huard par exemple, qui permettait de remettre en cause des contrats en cas d'abus dans la fixation du prix, en cas de prix non concurrentiel. Eh bien, la bonne foi ou l'imprévision impose d'appliquer les nouvelles règles ou d'interpréter les anciennes à la lumière des nouvelles. Donc ce raisonnement, il est fait très souvent. Et c'est un raisonnement qui, je trouve, a beaucoup d'influence sur les juges, et notamment au tribunal de commerce de Paris. On sait que ce discours plaît. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Alors, comment ce débat n'est pas clos, hein, parce que c'est un combat permanent. Ça va être, les uns vont dire, vous contournez les règles d'application de la loi dans le temps, parce que en disant que vous interprétez l'ancien droit à la lumière du nouveau, ça veut dire que vous appliquez rétroactivement le nouveau droit. Et il y a des professeurs de droit qui disent que c'est totalement illégal. Il y a des articles qui ont été publiés sur ce point. Il y en a d'autres qui disent, mais non, on a bien le droit, la jurisprudence est rétroactive, on a bien le droit de faire des revirements de jurisprudence et d'interpréter l'ancien droit à la lumière du nouveau. Donc vous avez les deux thèses en pratique. On ne sait pas laquelle va l'emporter. Ça peut très bien dépendre aussi de la règle en cause, parce que en tant que praticien, le sentiment qu'on a, c'est que le juge trouve toujours un moyen, lorsqu'il a envie d'appliquer une nouvelle règle à un ancien contrat, il va toujours trouver un moyen de le justifier. Et s'il a vraiment envie de le faire parce qu'il considère que c'est important, il le fera d'une façon ou d'une autre. Alors la limite à tout ça, il y a quand même une limite, c'est que la Cour de cassation n'admet pas des applications franchement illégales, irrégulières, du nouveau droit à des anciens contrats. Alors il y a un exemple, il y a un arrêt de la Cour de cassation très récent, d'il y a quelques jours, du 19 septembre 2018, qui a appliqué ce principe. Un juge de proximité avait appliqué le nouvel article 1186 du Code civil sur la caducité du contrat en cas de disparition de l'un de ses éléments essentiels à un ancien contrat. Donc la Cour de cassation a dit là clairement, vous appliquez une nouvelle disposition à un ancien contrat, ce n'est pas valable. Donc la Cour de cassation a cassé. Mais si ça avait été fait de façon plus intelligente, peut-être qu'elle n'aurait pas cassé s'il avait dit il faut simplement interpréter l'ancien droit à la lumière du nouveau, peut-être que ça n'aurait pas été cassé. Donc ça c'est un problème qu'on trouve. Alors deuxième élément important, comme vous l'a dit le responsable juridique de Hachette, il y a eu un débat lors de la loi de ratification sur la question de savoir s'il ne fallait pas réformer l'ordonnance. Beaucoup de thèses aussi. La chancellerie était vent debout contre toute réforme importante de l'ordonnance. Le Sénat, lui, a essayé de réformer de façon importante, mais sans remettre en cause l'esprit du texte. Le résultat, c'est qu'il y a une réforme à la marge. C'est-à-dire qu'il y a donc 21 articles, c'est-à-dire environ 6% des articles qui ont été réformés à la marge. Les points les plus importants n'ont pas été modifiés. Et c'est surtout des petites erreurs de logique, de rédaction qui ont été corrigées, avec un régime un peu compliqué finalement, parce que en théorie,
vous avez 3 régimes successifs en fonction de la date de conclusion de votre contrat. Vous avez le Code civil ancien pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016. Vous avez pour les contrats conclus après le 1er octobre 2018, l'application totale de la loi nouvelle telle que ratifiée par le Parlement. Et vous avez entre les deux, pour les contrats conclus pendant les 2 années, entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018, vous avez un droit intermédiaire avec, ça dépend des règles, vous avez, pour les articles qui n'ont pas été modifiés, c'est l'ordonnance. Pour les articles qui ont été modifiés, certains sont modifiés uniquement à compter du 1er octobre 2018 et d'autres sont modifiés de façon interprétative avec effet rétroactif au 1er octobre 2016. Alors, on n'a pas modifié les choses avec effet interprétatif, ce n'est pas les choses les plus importantes. Si on a considéré que c'était très important, on a modifié avec effet au 1er octobre 2018. Donc ça, oui, c'est un régime un peu compliqué, en sachant quand même que, au fil du temps, je pense quand même qu'il y aura une tendance à l'uniformisation, parce qu'au fil du temps, les gens connaîtront de moins en moins le droit ancien. De toute façon, il y aura de plus en plus de contrats conclus après le 1er octobre 2016 ou 1er octobre 2018, puisqu'il y a beaucoup de contrats à durée déterminée d'1 an quand même en vigueur dans le monde des affaires. Et il y aura toujours cette tendance du juge à vouloir unifier le régime. Et un juge non plus n'aime pas avoir affaire à 3 régimes différents, c'est trop complexe à gérer. Donc je pense que c'est quand même sauf exception, c'est quand même le droit nouveau qui l'emportera. Alors ce droit nouveau, quel bilan macroéconomique on peut en faire? Alors, nous au cabinet, on est assez réservé sur le droit nouveau de façon générale. On pense que c'est quand même une réforme ratée. Bon, il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des innovations bienvenues, il y a la codification à droit constant de solutions jurisprudentielles, on y voit plus clair. Il y a des innovations de la pratique. Il y a parfois des éléments assez étonnants. La liberté contractuelle est affirmée d'une façon telle qu'elle n'a jamais été, puisqu'on nous dit que dans le nouveau droit, on a la liberté de contracter ou de ne pas contracter. On a la liberté de ne pas renouveler un contrat. Par exemple, c'est un argument que nous soulevons chaque fois qu'un ancien distributeur sélectif résilié en qualitatif redemande son agrément. Autrefois, il y a 5 ans, il était réintégré automatiquement s'il remplissait les critères. Aujourd'hui, on dit, et on est suivi par le tribunal de commerce de Paris et la Cour d'appel de Paris, on a le droit de contracter ou de ne pas contracter. J'ai le droit, même s'il remplit les critères, de le refuser dans mon réseau. Et ça marche. Il y a eu un changement de paradigme qui est reflété par le nouveau droit avec beaucoup plus de liberté contractuelle. Même si d'autres éléments traduisent beaucoup plus d'interventionnisme. Il y a beaucoup de choses dans ce nouveau droit et il y a même des articles totalement contradictoires inspirés par des philosophies totalement contradictoires. On dirait presque que c'est 2 personnes différentes qui ont rédigé certains articles. Parce qu'il y en a d'autres qui protègent beaucoup la partie supposée faible au contrat. Il y a toutes sortes de dispositions qui protègent la partie faible et qui affaiblissent donc la force obligatoire du contrat. Donc vous trouvez les deux. Et ce qu'on trouve, c'est que c'est un peu dommage parce que finalement, c'est un droit qui protège sans doute trop la partie faible, supposée faible, et qui crée beaucoup d'insécurité et qui fait que le contrat peut être remis en cause assez facilement par beaucoup de moyens. Donc c'est ça qu'on reproche un peu à ce nouveau droit. Alors en tout cas, il faut le connaître, il faut le maîtriser plutôt que de le subir. Donc, grand changement dans la pratique, autre façon de négocier, autre façon de rédiger, autre façon d'appliquer. Alors, je reviendrai que sur les points les plus importants, parce que bon, on pourrait y passer la journée, hein, et même plusieurs jours. Il y a un point important, c'est comment est-ce que la pratique a commencé à réagir au renforcement de l'obligation précontractuelle d'information. Puisque dans le nouveau droit, il y a un nouvel article 1112.1 du Code civil qui consacre une obligation générale d'information précontractuelle à caractère d'ordre public à la charge d'une partie qui a connaissance d'informations déterminantes pour le consentement de son co-contractant. C'est très très large. La seule limite, c'est que ça ne concerne pas l'estimation de la valeur de la prestation. Et ça a été confirmé
de façon logique dans tous les débats parlementaires. Alors, la grande question qu'on se pose, que se sont posés les commentateurs, c'est est-ce que ce devoir d'information supprime le devoir de se renseigner, ou est-ce que ce devoir d'information est dû également à un professionnel averti? La tendance générale est de considérer que ce devoir d'information, il n'exclut pas toute obligation de se renseigner, parce que dans le texte, il y a marqué il bénéficie à celui qui légitimement ignore cette information. Et légitimement, ça veut dire qu'il faut quand même qu'il se renseigne au minimum. La seule limite à ça, c'est la suite, c'est si le co-contractant fait confiance à son co-contractant. Là, on peut se demander s'il fait confiance, est-ce que ça ne fait pas disparaître l'obligation de se renseigner? Donc, dans certains contrats où il y a un lien de confiance très fort en la personne du co-contractant, est-ce que ça ne supprime pas le devoir de se renseigner? Donc, notamment, par exemple, dans les contrats de franchise. Donc, c'est un débat qui aura lieu, et vous avez les deux thèses qui s'affrontent. Alors, c'est important quand même tout ça, parce que on se rend compte dans la jurisprudence récente, peut-être qu'elle a déjà été influencée par le nouveau Code civil, que l'obligation précontractuelle d'information est beaucoup plus stricte qu'avant. Je vous ai donné un exemple là, c'est que dans le cadre des contrats dans lesquels on exige une obligation d'exclusivité ou de quasi-exclusivité du partenaire, et si on met à sa disposition un nom commercial, une enseigne ou une marque, donc c'est des contrats soumis à la loi Doubin, il faut une obligation d'information précontractuelle très stricte, 20 jours avant la signature du contrat, un DIP, document d'information précontractuelle, extrêmement lourd. Jusqu'à présent, il suffisait de mettre une petite phrase dans le contrat disant « Le distributeur reconnaît qu'il a reçu le document d'information précontractuelle 20 jours avant la signature du contrat. » Et la Cour de cassation disait « Ça vaut information, ça vaut preuve, irréfragable en quelque sorte que l'information lui a été remise, il a signé. Donc il ne peut plus remettre en cause le défaut d'information. » Il y a eu un revirement de jurisprudence récent, au moins au niveau de la Cour d'appel de Paris, 2 arrêts 23 mai 2018 de Neuville et 12 septembre 2008, qui disent que cette clause ne vaut rien. C'est une clause de style. Et ça ne prouve pas qu'il a réellement été informé, par exemple, sur l'état du marché, parce que vous dites qu'il a reçu un document, mais vous ne me le montrez pas, ce document. Je ne sais pas si ce document est complet. Pour savoir si ce document est complet, il faut que j'ai la preuve qu'il a vraiment eu les 50 pages dans lesquelles figure notamment l'état du marché. Donc vous voyez, cette obligation précontractuelle d'information, elle est interprétée de façon beaucoup plus stricte. Et on commence à trouver maintenant de la jurisprudence qui sanctionne par la nullité ou par la responsabilité le non-respect de l'obligation précontractuelle d'information. Et vous avez notamment des arrêts récents de la Cour d'appel de Paris qui disent les effets de en termes de restitution dommages-intérêts d'un non-respect d'une obligation d'information. Ça peut aller assez loin, puisque si c'est la nullité, vous avez toute une théorie qui dit qu'il faut faire des restitutions, et il y en a un qui restitue le prix et l'autre la valeur, et la différence, c'est le bénéfice fait par l'opérateur pendant 5 ans avec ce contrat. Donc ça peut faire beaucoup d'argent. Si c'est la responsabilité, c'est moins, c'est en principe plutôt la perte de chance des gains manqués en raison de l'absence de conclusion du contrat. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent « Comment est-ce que je peux satisfaire à cette obligation précontractuelle d'information ?» Il y en a qui se disent « Bon, je ne fais rien parce que mon public, ce sont uniquement des professionnels avertis qui sont en liaison avec moi depuis 20 ans. Donc je pourrais toujours dire que si un contrat est renouvelé, même si je n'ai pas fourni d'informations, ça n'a pas pu vicier leur consentement puisqu'ils connaissaient déjà tout depuis 20 ans. Il y en a d'autres qui disent c'est quand même dangereux tout ça, et même si je ne suis pas tenu, par exemple, dans le domaine de la distribution, à donner un DIP loi Doubin, je vais quand même le faire. Même s'il n'y a pas d'obligation d'exclusivité, j'ai des distributeurs sélectifs, non exclusifs, non liés par un engagement d'exclusivité, je leur donne quand même, avant la conclusion de chaque contrat, un document d'information loi Doubin, ou un document qui ressemble beaucoup au document loi Doubin, et au moins je suis tranquille. Nous avons des clients qui ont pris ce parti pour être tranquille. Bon, ça fait beaucoup de paperasse, c'est lourd, mais
au moins on est tranquille. Donc c'est un peu les conseils qu'on peut donner. Être plus vigilant sur ce point. Même si on n'a pas l'obligation, si on veut être tranquille, remettre un document d'information et s'en ménager la preuve, et garder la preuve pendant au moins 5 ans qu'on a remis le document d'information précontractuelle, parce que le problème de la prescription est de 5 ans. Il faut se donner une marge de manœuvre, parce que nous, on a beaucoup de procès maintenant où des gens font des procès 5 ans après les faits. Quand c'était 10 ans la prescription, on n'avait pas de problème. Mais maintenant, il y a des gens qui se réveillent très tard et qui disent à ce moment-là, on a même des assignations qui sont 1 jour avant l'acquisition de la prescription. Et les gens essayent en plus de retarder le point de départ de la prescription en disant je n'avais pas connaissance du fait ou je n'avais pas connaissance du dommage lié au fait. Par exemple, mon bilan, il est arrivé 6 mois après, donc j'ai eu connaissance du dommage que par mon bilan. Donc la prescription doit être allongée de 6 mois. Bon, ce n'est pas un argument très, très recevable, mais enfin on vous le présente. Ou bien la feinte ultime, c'est lorsque le délai de prescription est dépassé, pour ce genre de choses, que fait l'opérateur mécontent qui veut à tout prix gagner son procès? Il fait une déclaration de cessation des paiements, il est mis en redressement judiciaire, et la prescription lui est opposable à lui en tant que débiteur, mais elle n'est pas opposable aux représentants des créanciers ou aux liquidateurs représentant les créanciers. Et la prescription, là, ne commence par rapport aux organes de la procédure qu'à compter du redressement ou de la liquidation judiciaire. Donc on peut allonger la prescription par ce genre de petites astuces. Alors, deuxième point important, c'est le risque de contracter avec des opérateurs dépendants. Alors, il y a toujours eu un risque, mais il est accru par le nouveau droit. C'est le sentiment qu'on a après 2 années d'application déjà, parce qu'il commence déjà à y avoir des procès où ça commence à être invoqué, puisque le nouvel article 1143 du Code civil nous dit qu'il y a également violence lorsqu'une partie abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son co-contractant à son égard obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. Donc, il faut naturellement un état de dépendance. Il faut un abus. Il faut que l'état de dépendance le soit à l'égard du co-contractant. Ça, c'est une nouveauté introduite par la loi de ratification. Ça ne peut pas être un état de dépendance par rapport à un tiers. Il faut que ça soit un état de dépendance. Maintenant, à l'égard du co-contractant, ça a été modifié par la loi de ratification. C'est une des innovations du Sénat qui a été reprise. Et il faut qu'on ait obtenu un engagement qui n'aurait pas été obtenu en l'absence de cet état de dépendance et que le co-contractant en tire un avantage manifestement excessif. Bon, ça fait des conditions, mais le problème, c'est qu'on a fait sauter, par rapport au droit ancien, à la jurisprudence de la Cour de cassation, on a fait sauter le mot économique. Et en faisant sauter le mot économique, on élargit le texte à tout état de dépendance psychologique, social, commercial. Et donc, on ne peut plus se raccrocher à la jurisprudence de l'autorité de la concurrence, à la jurisprudence en matière de concurrence qui est très stricte, où quasiment personne n'est en état de dépendance à l'égard d'un partenaire. Maintenant, ce risque est beaucoup plus important. Et moi, j'ai le cas en pratique où j'ai un client qui, pour mettre fin à des contrats de distribution dans toute l'Europe, a signé à peu près 1500 transactions avec ses distributeurs. Il s'est retiré du marché européen, il a résilié tous les contrats avec 2 années de préavis, et il a proposé, pour aller plus vite, à tous les concessionnaires de mettre fin au contrat au bout de 6 mois, résiliation anticipée du contrat, moyennant le paiement d'une indemnité. Indemnité dégressive. Si vous signez tout de suite, vous avez 100%. Si vous signez, les chiffres ne sont pas justes, mais je donne un exemple. Si vous signez dans 3 mois, c'est 80%. Si vous signez en 6 mois, c'est 60%. Et si vous loupez les 6 mois, c'est plus rien. Donc je vous propose cette transaction pour en finir plus vite. 90% du réseau a signé et s'est dit, vaut mieux faire la transaction, on prend une indemnité, on est tranquille.
Une minorité n'a pas signé et a fait des procès. Ces procès ont finalement été gagnés et ils ont gagné sur le fait que le juge a considéré que le préavis n'avait pas été exécuté totalement pendant les 18 mois restants avec ceux qui étaient restés, et même un peu avant la signature de la transaction. Quelques-uns se sont dit « mais c'est génial ça, on va dire qu'on a signé la transaction dans un état de dépendance économique et qu'il y a eu un abus, parce que comme le préavis n'a pas été respecté, on était obligé de signer la transaction, puisqu'il ne nous permettait pas d'exécuter le préavis. Et donc on est dans une situation d'abus de dépendance, nullité du contrat, donc débat devant le juge. Il faut remplir, puisque les contrats, les transactions ont été signés avant le 1er octobre 2016, il faut remplir les critères de l'état de dépendance économique. Vous êtes un concessionnaire, vous n'êtes pas en état de dépendance économique, vous pouvez à votre guise changer de partenaire à tout moment, vous pouvez vous reconvertir. C'est pas grave si au bout de... vous avez accepté 6 mois de préavis et d'ailleurs quelques mois après vous êtes redevenu concessionnaire d'une autre marque. Donc il n'y a pas d'abus de dépendance économique. Réponse des concessionnaires qui attaquent en nullité, cher maître, vous vous trompez de concept, ce n'est pas l'abus de dépendance économique. Aujourd'hui, il faut interpréter ça au regard de l'état de dépendance, et nous étions dépendants, même si nous n'étions pas dépendants, au regard des critères de l'autorité de la concurrence. Voilà. Donc oui, c'est le genre de débat qu'on a aujourd'hui en pratique, donc il faut quand même faire attention, bien choisir ses partenaires, éviter de choisir des partenaires trop dépendants, être prudent lors de la négociation, et éviter toujours de se donner des avantages sans contrepartie, penser à... en fonction de mon comportement, est-ce qu'il ne pourrait pas être attaqué par cette nouvelle forme d'abus de dépendance. Alors sur l'offre et l'acceptation, je le fais pour mémoire parce que je ne suis pas civiliste, mais il faut savoir que les règles sur l'offre et l'acceptation ont été modifiées et qu'elles sont beaucoup plus claires qu'avant, beaucoup plus strictes. La jurisprudence allait un peu dans tous les sens et maintenant c'est très clarifié. La rétractation d'une offre hors délai engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur et un des arrêts dont j'ai parlé a appliqué cette solution à des contrats antérieurs. Donc ça, il faut le savoir. Également les promesses unilatérales, là aussi changement par rapport au droit positif et là aussi application par la Cour de cassation des nouvelles règles à des contrats antérieurs. Donc ça, il faut quand même le savoir. Action interrogatoire, ça c'est très intéressant, c'est que le nouveau droit permet des actions interrogatoires. On peut interroger, il y a 3 cas d'action interrogatoire, on peut interroger le bénéficiaire d'un droit, qu'on pense bénéficier d'un droit, un pacte de préférence par exemple, pour savoir s'il en bénéficie réellement et s'il entend en faire état et l'utiliser. Et donc ça c'est très très intéressant pour débloquer des situations il faut qu'il donne une réponse dans un délai raisonnable et s'il ne la donne pas, eh bien il est privé de l'exercice de son droit. Donc ça c'est rétroactif à compter même pour les contrats antérieurs. Donc c'est très très intéressant. Donc il faut juste le savoir. Nous on commence parfois à se poser la question en matière de distribution pour certains pactes de préférence qu'on ignore, si on veut acquérir une entreprise, pour essayer de purger par avance ces droits. Alors en matière de confidentialité de pourparlers, là aussi il y a des choses importantes qui sont modifiées et dont il faut tenir compte. Donc il y a, il y a une confirmation de la jurisprudence Manoukian d'abord en matière de rupture de pourparlers. Donc, alors cette jurisprudence, elle était souvent quand même contestée dans les procès, bien qu'elle date d'il y a de nombreuses années. Si vous mettez fin de façon brusque ou abusive à des pourparlers, il y a toujours 2 thèses qui se sont affrontées. La première thèse, c'était de dire vous êtes responsable des gains manqués parce que je n'ai pas pu conclure le contrat que je pensais conclure pendant 5 ans avec vous, ou au moins de la perte de chance que j'avais eu de conclure ce contrat, donc vous me devez des sommes énormes. Et l'autre thèse qui était de dire non, vous n'avez pas droit aux gains manqués si le contrat avait été conclu, vous avez droit uniquement, ni à l'espérance, à la perte de chance,
vous avez droit uniquement aux frais que vous avez supportés et qui n'ont pas pu être amortis en quelque sorte parce que les pourparlers ont été rompus à tort. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'ordonnance, elle, avait considéré que on ne pouvait pas réclamer les bénéfices attendus du contrat non conclu. Mais ils avaient oublié la perte de chance. Donc la loi de ratification a rajouté la perte de chance. Et ça, c'est rétroactif au 1er octobre 2016. Donc ça veut dire que en cas de rupture abusive de pourparlers, on est totalement dans la jurisprudence Manoukian. Autre élément important, c'est la question de la... Voilà. Autre élément important, c'est la question de la confidentialité. Il y a maintenant une obligation légale de confidentialité puisque le nouvel article 1112.2 nous dit que celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité délictuelle, sa responsabilité dans les conditions du droit commun. Donc en fait, il y a une obligation légale de confidentialité qui, si elle est violée, engage la responsabilité délictuelle. Alors ça confirme un peu la jurisprudence, mais au moins ça clarifie les choses. Et ça s'applique également aux rédacteurs d'actes. Donc l'avocat ou le conseil qui rédige les actes est soumis aux mêmes règles. Alors ça n'empêche pas le fait qu'en pratique, il est quand même conseillé de faire en plus un accord de confidentialité, si on veut couvrir la confidentialité pendant les pourparlers, parce que la loi ne couvre pas tout. La loi ne dit pas quelles sont les informations confidentielles. Il peut y avoir une divergence. Donc il est peut-être bon de dire ce qui est confidentiel, ce qui ne l'est pas. La loi ne dit pas comment il faut que le co-contractant agisse pour faire respecter cette confidentialité. Le contrat, lui, il peut dire qu'il faut qu'il obtienne un engagement de confidentialité selon un modèle des salariés, des dirigeants, des actionnaires, de certains fournisseurs, je ne sais pas. Donc ça peut être utile de le faire dans l'engagement de confidentialité. La loi ne dit pas combien de temps la confidentialité doit durer. Et il est préférable de dire elle va durer 5 ans, 10 ans après la conclusion de l'accord, ou bien jusqu'à ce que l'information ne soit plus confidentielle. Il faut naturellement que l'engagement ne soit pas perpétuel, puisque les engagements perpétuels sont invalides en droit français, donc il faut toujours un terme, soit un terme par la durée, soit un terme par le fait que ce ne c'est plus confidentiel. Sur les conditions générales, alors là, les conditions générales, il y a tout un régime qui est inscrit maintenant dans la loi sur l'opposabilité des conditions générales, bon, qui reprend un peu les solutions de la jurisprudence. Il faut qu'elles soient communiquées et acceptées. Donc le simple fait de les mettre sur un site internet ne suffit pas. C'est souvent la question qu'on nous pose. Est-ce que si je les publie sur le site internet, non, il faut que vous vous débrouillez pour les faire accepter en plus. Il faut aussi que vous les communiquiez, donc, parce que si le site internet il est passif, il ne prouve pas que votre co-contractant les a obtenus. Incompatibilité, sans effet, absence d'effet des clauses incompatibles, suprématie des conditions particulières sur les conditions générales, et soumission quand même aux règles sur le déséquilibre significatif dès lors qu'elles n'ont pas été négociées ou n'étaient pas négociables. Donc il faut quand même faire attention à ce qu'on écrit dans ces conditions générales de vente ou d'achat, parce que si elles sont excessives, elles pourront être remises en cause assez facilement. Donc ça, c'est un peu les conseils qu'on peut donner sur la façon de négocier ces contrats. Mais il faut aussi les rédiger autrement, parce que on se rend compte que jusqu'à présent, on rédigeait souvent les contrats en sa propre faveur. C'était le rédacteur qui rédigeait les contrats pour se donner beaucoup de droits. Mais ce n'est pas forcément une bonne idée de se donner beaucoup de droits, parce que plus on se donne de droits, plus on fragilise son contrat. Donc il faut se donner les droits dont on a besoin et les justifier, et pas se donner des droits excessifs dont on n'a pas besoin. C'est un peu ça la règle générale. Alors,
il faut écrire ces contrats de façon plus équilibrée. Donc ça, c'est une chose importante. Pourquoi? Parce que l'excès conduit à la remise en cause. Alors, c'était déjà vrai en jurisprudence, mais maintenant c'est codifié. Et un texte codifié a beaucoup plus d'importance qu'une jurisprudence. La jurisprudence, beaucoup de gens ne la connaissent pas. Quand c'est dans le code, l'efficience de la règle est augmentée. Bon, par exemple, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. C'était de la jurisprudence, mais c'est codifié maintenant. Sanction importante également, dans un contrat d'adhésion. Alors là, c'est un peu compliqué parce que les règles sont différentes selon le droit transitoire et selon le droit post-1er octobre 2018. Donc toute clause, alors ça c'est pour la période transitoire, ou toute clause non négociable déterminée à l'avance par l'une des parties, ça c'est pour la période post-1er octobre 2018, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non écrite. Donc ça veut dire qu'on a une extension du contrôle des clauses abusives en droit commun, et que maintenant, en droit français, il faut que vous sachiez et que vous preniez en compte que vous avez 3 régimes de clauses abusives qui peuvent s'appliquer à vous. Vous avez le régime traditionnel des clauses abusives entre un professionnel et un consommateur ou un non professionnel. Ça, c'est le régime connu depuis très longtemps. Régime très favorable aux non professionnels ou aux consommateurs. Vous avez le régime qui existe depuis la loi LME de 2008, qui nous dit en droit commercial que engage la responsabilité de son auteur le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire de métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Donc ça, c'est le droit qui s'applique entre une entreprise et ses partenaires commerciaux. Alors ça ne s'appliquera peut-être pas à la première entrée en relation, parce qu'il n'est pas encore partenaire. Ça ne s'appliquera pas non plus à des gens qui ne sont pas des vrais partenaires. Par exemple, entre une entreprise qui commande un site internet, ce n'est pas un partenariat commercial, c'est ponctuel. Il n'est pas partenaire parce qu'il crée un site internet. Mais ça s'appliquera dès lors que vous êtes en relation entre un fournisseur et ses distributeurs, vous êtes déjà en relation, eh bien, il faut que votre contrat ne contienne pas de clause créant un déséquilibre significatif si vous ne l'avez pas soumis, si vous l'avez soumis à cela, et donc si vous n'avez pas négocié votre contrat. Et maintenant, vous avez le droit commun. Dans un contrat d'adhésion, eh bien, là aussi, les clauses qui soumettent à un déséquilibre significatif peuvent être remises en cause. Alors, c'est assez compliqué parce qu'il faut gérer les 3 régimes. Et contrairement à ce qu'a dit le gouvernement, contrairement à ce qui a été dit lors des débats parlementaires et contrairement à ce qu'a dit notamment le Sénat, ces 3 régimes peuvent s'appliquer en même temps, 2 à 2. Alors, c'est pas très grave si c'est les clauses abusives droit de la consommation et les clauses abusives droit commun, parce que le consommateur aura toujours intérêt à choisir le droit de la consommation. Et il le choisira, parce qu'il lui est plus favorable. Pourquoi? Parce qu'en droit de la consommation, il y a des listes de clauses noires, grises. Il y a des centaines d'avis de la commission des clauses abusives. Donc il n'a pas intérêt à choisir le droit commun, il suffit qu'il prenne le droit de la consommation. En revanche, là où ça pose problème, c'est dans les contrats des professionnels entre eux. Puisque là, ils peuvent opter, à mon sens, et la doctrine est majoritairement en ce sens, entre le régime qui leur est le plus favorable. Ils peuvent opter entre l'article L 442-6-1-2 du Code de commerce, soumission d'un partenaire commercial à des obligations déséquilibrées, ou droit commun. Parce qu'ils peuvent remplir les conditions des deux. Et ce n'est pas antinomique, parce que ce sont des actions différentes.
action responsabilité, action en suppression des clauses. Enfin, juridiquement, on peut dire que ça peut se cumuler. Donc ça veut dire que le co-contractant peut choisir l'action qui lui est la plus favorable. Et c'est vrai que le régime est différent. S'il n'est pas partenaire commercial, il choisira le droit commun, qui n'exige pas cela. S'il a envie d'aller devant le tribunal de son siège social, il choisira le droit commun, parce que L442-6.1.2 lui impose d'aller devant une juridiction spécialisée. S'il a envie de remettre en cause une clause, il peut choisir le droit commun ou le droit spécial. S'il a envie de mettre en cause un comportement, il ne peut pas utiliser le droit commun qui, comme le droit de la consommation, ne vise que les clauses. Il faut qu'il utilise L442-6.1.2 qui peut viser les comportements et pas seulement les clauses. Donc il y a, selon ce qu'on veut faire, il faut utiliser l'un ou l'autre. Si on veut remettre en cause le prix ou l'objet du contrat, il faut utiliser le droit commercial L442-6.1.2 qui permet de remettre en cause le prix, pas le droit commun qui n'autorise pas la remise en cause du prix. Vous voyez, donc c'est toutes sortes de choses qu'il faut avoir en tête. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en pratique si on veut éviter le plus possible que les clauses qu'on a prévues puissent être mises en cause? Il faut être ouvert aux négociations, puisqu'on a vu que dans le nouveau droit, le nouveau, ça s'applique aux clauses non négociables. Donc être ouvert aux négociations et dire que tout est négociable. Il vaut mieux vraiment négocier, parce que si on dit qu'on est ouvert aux négociations mais qu'on négocie rien, le juge considérera que ce n'était pas négociable. Et de toute façon, si on est en L442-6.1.2, la jurisprudence récente de la Cour d'appel de Paris prend comme critère principal le fait que les conditions aient été négociées effectivement. Donc il vaut mieux négocier et il faut se garder la preuve des négociations. Ça veut dire qu'il faut garder les markups. Il faut garder pendant 5 ans ou plus les markups des contrats. Parce que sinon, il ne faut pas les jeter ou il ne faut pas changer son système informatique. Sinon, on n'a plus les markups. Donc il faut à tout prix avoir pour chaque contrat important, bien entendu, il faut garder la preuve des négociations. Alors c'est très très important parce que nous on a des procès actuellement devant le tribunal de commerce de Paris où on se bat pour dire que la négociation n'a pas vraiment eu lieu. Parce qu'on a fait des demandes de négocier ça, ça et ça, et on nous a accordé la négociation sur 3 millièmes du contrat. Mais il faut garder tout ça, sinon qui perd ses dossiers perd ses procès. Donc ça, c'est important. Il faut également faire attention, comme je le disais, à ne pas mettre dans ces contrats des clauses excessives. Donc les clauses les plus souvent, pouvant être mises en cause, c'est des clauses dans lesquelles on se donne le droit un droit unilatéral, non réciproque, et sans raison objective. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous donner des droits unilatéraux, mais il faut essayer de le justifier. Pourquoi vous avez un droit unilatéral et que l'autre ne l'a pas? Ça peut s'expliquer, mais il faut le dire, et il vaut mieux le dire dans le contrat. Il ne faut pas imposer des charges trop lourdes et injustifiées à son co-contractant. Il ne faut pas imposer des charges non réciproques sans justification. Il ne faut pas exclure totalement des droits à réparation sans aucune raison. Il vaut mieux également, plutôt que de dire je restreins vos droits sur ça, ça et ça, il vaut mieux définir l'objet du contrat. Parce qu'il vaut mieux restreindre l'objet du contrat plutôt que de faire des clauses excluant certaines demandes. C'est plus facile à défendre si vous avez dit que l'objet de mon contrat c'est ça, plutôt que d'exclure des cas de responsabilité à la chaîne qui sont beaucoup plus difficiles à défendre. D'autant plus que si on est en droit commun ou en droit de la consommation, l'objet du contrat ne peut pas être remis en cause, sauf si les clauses sont vraiment très, très obscures. Il faut mettre aussi en avant les avantages et les contreparties que vous donnez à votre co-contractant. Si vous avez un contrat de distribution exclusive dans lequel vous donnez un territoire exclusif ou une clientèle exclusive à un co-contractant, il faut montrer combien c'est avantageux pour lui
et il faut le décrire dans le contrat. Et il faut écrire tout ça dans son contrat pour le rendre plus sympathique. Alors, ça veut dire qu'il faut réécrire les contrats. Là, vous avez un peu ce qu'on a fait récemment, l'ancien contrat et le nouveau contrat. L'ancien contrat, par exemple, ici, donnait au fournisseur un droit de vente directe dans le territoire du distributeur, pour plein de choses. Ça fait mauvaise impression, hein, parce qu'on a l'impression de dire je donne un territoire à un distributeur, je lui demande des investissements, mais je me permets de vendre directement à des tas de clients dans son secteur. Ça a quand même l'air un peu déséquilibré. Donc, bon, après, on ne peut pas non plus faire de miracle, hein, mais on peut peut-être écrire, compte tenu des liens particuliers qu'il peut entretenir avec certains clients, ou de sa plus grande facilité pour répondre à certaines catégories de clientèle, notamment pour des raisons d'organisation de logistique, le fournisseur se réserve le droit de vendre les produits contractuels directement à. C'est mieux, ça fait meilleure impression dans un procès, et au moins on peut justifier, on n'a pas besoin d'inventer la justification lors du procès, on l'a déjà dans le contrat, donc elle est beaucoup plus plausible. Alors, je ne vais pas vous donner les 30 clauses qu'on a modifiées, mais je vous en donne quelques-unes. Vous voyez, donc c'est... comment dire, rajouter des clauses pour rendre le contrat un peu plus sympathique, montrer qu'on fait des choses dans certains cas, dire qu'on fait certaines choses compte tenu de toutes les contreparties, de tous les droits qu'on donne aux distributeurs. Donc c'est un peu ça, cette opération de toilettage qu'il faut faire clause à clause, et ça permet de justifier quand même beaucoup de clauses, de droits unilatéraux, de clauses qui peuvent peut-être paraître disproportionnées, déséquilibrées, mais qui ne le sont pas quand on voit la réalité du contrat. Alors, un point important dans la façon d'écrire ces contrats, nous sommes favorables à l'insertion d'une clause de prix-tarif, envers et contre tout, dans les contrats de distribution notamment, entre fournisseurs et distributeurs, permettant aux fournisseurs de modifier le tarif en cours de contrat et en cours d'année. Alors, c'est important parce qu'il faut de la flexibilité dans les contrats de distribution, et nous considérons que c'est tout à fait conforme au nouveau droit qui codifie la jurisprudence de l'Assemblée plénière de 1995, qui dit que dans les contrats cadres, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. Donc, c'est tout à fait légal donc, de mettre une clause de fixation du tarif et de modification du tarif par le fournisseur. La DGCCRF est d'une opinion contraire, mais nous pensons que la DGCCRF a tort et que la position de la DGCCRF n'est pas légale, hein, sa position sur la convention unique. Donc, le nouveau droit est quand même un peu plus strict et il vous impose plus d'obligations. Parce qu'avant, un acheteur, un distributeur qui voulait contester la modification du prix en cours de contrat, c'était à lui de prouver que le nouveau prix ou la variation du prix était abusive. C'est lui qui avait la charge de la preuve. Et c'est difficile quand on a la charge de la preuve. Le nouveau droit inverse la charge de la preuve, puisqu'il y a peu de gens qui l'ont vu, mais le nouveau droit impose à celui qui fixe le prix d'en motiver le montant en cas de contestation. Ça veut dire que vous pouvez avoir affaire à des procès 5 ans après ou plus, où des gens, quand les relations s'arrêtent, ils critiquent tout. Et ils vont critiquer également les modifications du prix en disant qu'il y a eu le prix a été modifié de façon abusive. Et c'est à vous maintenant, si c'est vous qui fixez le prix, c'est à vous de motiver, de justifier pourquoi vous avez fait varier le prix. Donc ça veut dire qu'en cas de modification du prix des produits contractuels ou des services contractuels en cours d'année, en cours de contrat, il faut se garder la preuve de pourquoi on l'a modifié. Et malheureusement, les tribunaux sont encore sensibles au fait qu'ils considèrent que la modification du prix, souvent, doit être justifiée par une augmentation des coûts, des charges. Bon, c'est complètement idiot, hein, parce que dans une économie de marché, le prix ne dépend pas seulement des coûts, il dépend du marché. Mais c'est difficile de justifier une modification par rapport à un juge par une modification du marché ou une adaptation au marché. En pratique, il faut faire les deux. Il faut se ménager la preuve de l'augmentation des coûts, des charges et du changement de marché.
de l'adaptation au marché. Il y a la même disposition en matière de prestation de services. Donc, effectivement, les conseils, ben, c'est ce que j'ai donné. Prévoir la clause de prix-tarif. Il faut la prévoir contractuellement parce que le nouveau code semble même plus strict que l'ancienne jurisprudence. Il faut une clause. Il faut être capable de motiver, de documenter les motifs en cas de contestation, conserver les justificatifs, et on va rajouter, dans la prochaine intervention, on rajoutera une clause sur le délai de contestation. Alors, l'imprévision. Grand débat, l'imprévision. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, c'est plus est-ce que c'est légitime ou pas légitime d'avoir changé le code, c'est est-ce que vous, dans vos contrats, est-ce que vous pouvez écarter l'imprévision et est-ce que vous avez intérêt à écarter l'imprévision. Alors, la quasi-totalité de nos clients écartent cet article du Code civil. Ils n'ont pas envie d'en entendre parler. Ils trouvent que c'est trop dangereux. Et notamment, dans tous les contrats de distribution entre fournisseurs et distributeurs, le fournisseur écarte la clause d'imprévision, enfin l'article 1195 du Code civil. Parce qu'il est quand même ennuyeux et il peut quand même conduire à des contestations dont on n'a pas envie. Donc je rappelle ce nouvel article. Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution de celui-ci excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son co-contractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat à la date et aux conditions qu'elle détermine, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d'accord, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux conditions qu'il fixe. Alors ça va très loin parce que finalement, ça permet à une partie, unilatéralement finalement, de demander au juge, in fine, en étant passé par tout le processus, certes, mais de demander au juge de réviser le contrat ou d'y mettre fin. Donc ça veut dire qu'on donne au juge le droit de modifier le contrat, à la demande unilatérale d'une partie. Alors, on a beaucoup écrit, est-ce que c'est supplétif ou impératif? Les deux thèses ont été adoptées en pratique. Vous avez une doctrine minoritaire qui considère que c'est d'ordre public. La doctrine majoritaire considère que non. Le rapport Pillet du Sénat considère que non. La plupart des auteurs considèrent que non, parce qu'il est écrit que ça concerne une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque. Donc c'est supplétif. Et d'ailleurs, ça résulte, le caractère supplétif résulte d'une demande des opérateurs économiques. Donc cette question devrait être réglée normalement, tous les débats parlementaires étant en ce sens. Donc, si on veut éviter toute contestation, on a intérêt naturellement à l'éviter. Si naturellement on veut se réserver la faculté de ces cas d'imprévision, ben, il faut le prévoir des clauses de hardship, etc. Alors le fait de l'écarter, on s'est demandé, si je l'écarte uniquement pour mon co-contractant et pas pour moi, est-ce que je peux le faire? La plupart des gens considèrent que non, que si on l'écarte, il faut l'écarter pour les deux. Parce que sinon, ça serait soumettre son co-contractant à une obligation déséquilibrée. Il y a parfois même des gens qui se sont demandé si écarter l'imprévision ne serait pas, même pour les deux parties, une obligation déséquilibrée. Je pense que non, mais dans un procès, peut-être que ça sera soulevé, que le fait d'écarter l'imprévision serait soumettre son partenaire à une obligation déséquilibrée. Alors, beaucoup de gens prévoient quand même des clauses de conciliation préalable dans ces cas. Alors il y a une première application jurisprudentielle de l'imprévision qui a eu lieu, qui a été publiée à la Gazette du Palais d'il y a quelques jours, le 18 septembre 2018. Un jugement du tribunal de commerce d'Évry du 17 janvier 2018. Et vous voyez là que ce que je disais est en train de se réaliser. C'est que on n'a pas fini d'entendre parler de cette réforme et elle donne lieu à des décisions dans tous les sens, puisque là, le tribunal de commerce d'Évry a appliqué
l'article 1195 a un ancien contrat antérieur au 1er octobre 2016 et il a dit que c'était un problème de vente de fonds de commerce de boulangerie, que la libération des lieux effectuée avec 1 mois de retard par le cédant d'un fonds de commerce de boulangerie, qui a notamment contraint le cessionnaire à recourir à la justice, constitue un changement non prévu au contrat qui en rend l'exécution excessivement onéreuse, autorisant en conséquence le tribunal à user du pouvoir de réviser le contrat conféré par l'article 1195 du Code civil. Voilà, donc ça veut dire que l'imprévision commence à être appliquée en pratique par les juridictions, enfin à être invoquée en tout état de cause, et c'est vrai qu'elle est invoquée assez fréquemment pour d'anciens contrats. Alors je pense que ce jugement, naturellement, est erroné pour plusieurs raisons. D'abord, c'était un ancien contrat non soumis à la loi. Par ailleurs, le tribunal a appliqué directement la révision. Il a révisé le contrat directement suite à une assignation sans qu'on soit passé par toute la phase entre les co-contractants. Et en fait, il n'y avait pas d'imprévision en l'espèce, c'était simplement une inexécution contractuelle. Donc ce n'était pas la peine de passer par tout ce raisonnement, par tout ce schéma. Mais oui, il commence à y avoir des décisions je pense que il est important de surveiller un peu tout cela. Et à cette occasion, il y a une initiative intéressante qui a été faite par beaucoup de fédérations professionnelles qui ont créé un observatoire de la réforme du droit des contrats qui a été créé à l'initiative, enfin l'instigation de la Fédération des industries mécaniques, dont le directeur juridique est présent d'ailleurs, donc c'est Patrick Gaillard qui est là. Si vous voulez vous joindre à cet observatoire, n'hésitez pas. Je suis sûr qu'il sera heureux de recueillir des souscriptions, des inscriptions. C'est totalement gratuit. Voilà. Donc, et l'idée est de recenser la jurisprudence et point par point, thème par thème, pour voir comment la réforme est appliquée en pratique. Alors, autre point, c'est qu'il faut sans doute, dans vos contrats, réécrire les clauses de résiliation ordinaire et les clauses résolutoires. Parce que le nouveau droit, certes, codifie, mais codifie la jurisprudence d'une façon très stricte. Et le nouveau droit est très formaliste en matière de résolution, de résiliation. En fait, vous êtes soumis maintenant à deux droits qui s'appliquent cumulativement. Vous avez le nouveau droit qui est très formaliste dans ses conditions, et vous avez l'article L442.6.1.5 du Code de commerce qui est très rigoureux sur le fond. Et vous devez appliquer les deux en même temps. Donc vous avez deux contraintes qui se superposent. Donc lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu, ou à défaut, un délai de préavis raisonnable. Alors ça, c'est le droit commun. Ce droit commun, en revanche, il est un peu trompeur parce que il donne l'impression que si vous avez prévu un délai de préavis dans votre contrat, c'est ce délai de préavis qui s'applique. Alors ça, c'est vrai pour le droit commun des contrats. Mais si vous êtes soumis à L442.6.1.5, ce n'est pas le délai contractuel qui a été prévu qui va s'appliquer, c'est le délai qui tient compte de la durée des relations commerciales. Vous voyez, donc il faut faire attention. Alors vous avez toujours intérêt à prévoir un délai de préavis dans votre contrat, parce que vous ne savez pas forcément s'il est soumis au droit commun ou au droit L442.6.1.5, et que même s'il est soumis à L442.6.1.5, le fait d'indiquer un délai donne un signal au juge, le juge en tient compte quand même un peu, il dit les parties avaient prévu 6 mois, donc c'était un délai court, j'en tiens compte, je donne plus naturellement parce que le délai légal est plus long, mais c'est un indicateur. Donc il faut toujours prévoir un délai contractuel, mais il sera valable uniquement dans les contrats soumis au seul droit commun du Code civil. Donc ça, il faut faire attention à ça. Il faut savoir qu'en droit commun, si vous n'avez pas prévu de délai dans une clause, on appliquera sûrement les mêmes solutions que dans L442.6.1.5. Donc le préavis raisonnable sera sûrement un préavis tenant compte de la durée totale de la relation. Alors, il ne faut pas essayer de motiver les résiliations ordinaires parce que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas exigé par la jurisprudence qui considère que même si vous donnez un mauvais motif,
Comme vous n'avez pas à donner de motif, vous n'êtes pas fautif, mais on ne sait jamais, la jurisprudence peut changer, donc il vaut mieux ne pas motiver. Et il faut toujours rappeler l'attention des opérationnels sur le fait qu'il faut toujours qu'ils vérifient avec vous la durée des préavis à appliquer, même si le contrat en prévoit une. Sur les clauses résolutoires. Alors les clauses résolutoires font l'objet d'une réglementation très précise dans le Code civil. Ce n'était pas le cas auparavant. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. Donc il faut que votre clause résolutoire soit précise, qu'elle précise bien les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution. La résolution est soumise à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Donc ça veut dire que si vous ne voulez pas faire de mise en demeure, il faut que vous l'ayez prévu contractuellement. Donc il faut que votre contrat prévoie que la résolution pourra intervenir de plein droit sans mise en demeure préalable. Même si vous avez prévu cette clause, c'est très bien, mais il vaut mieux faire la mise en demeure, parce que les juges considèrent toujours qu'il est préférable que votre co-contractant ait été mis en demeure. Parfois, il y a des cas dans lesquels on n'arrive plus à faire la mise en demeure. Si vous avez un impayé de plusieurs millions d'euros et que vous savez que votre débiteur va déposer le bilan le lendemain au tribunal de commerce, peut-être qu'il faut que vous lui signifiez par huissier à 18 heures que le contrat est résilié en vertu de la mise en demeure, en vertu de la clause résolutoire, et vous n'avez plus le temps de lui faire une mise en demeure parce que le manquement est tellement important que et il faut prendre les devants pour ne pas être lié par un contrat en cours. Oui, mais ça, c'est des choses qu'il faut apprécier au cas par cas. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Donc là, vous voyez le formalisme qu'il faut respecter, qui est beaucoup plus strict, je trouve, que dans la jurisprudence antérieure. Et naturellement, attention, parce que dans le droit civil, la clause résolutoire, normalement, on ne peut pas contester le motif de la clause résolutoire. Vous voyez, en droit civil pur, on peut juste contester le fait qu'elle soit mise en œuvre de bonne foi ou de mauvaise foi. Mais la clause résolutoire s'applique. Si vous êtes dans la condition de la clause résolutoire, votre contrat, il est résilié. En L442.6, qui s'impose à vous, en plus de tout ça, dans la plupart de vos relations commerciales, il faut que le motif de la clause résolutoire constitue une faute grave, au sens de L442.6, 1.5. Et, par exemple, si votre clause résolutoire dit que le contrat sera résolu ou résilié de plein droit en cas de non-atteinte de 60% des objectifs de vente, 2 années de suite, en droit civil, c'est parfaitement valable, ça. Clause s'il fait 55% de ses objectifs 2 années de suite, la condition de la clause résolutoire est remplie. Pas forcément en L442.6, 1.5. La Cour de cassation considère, et il y a une ribambelle d'arrêts en ce sens, il y en a encore un qui est intervenu le 5 avril 2018, que il faut que soit précisé en quoi la non-réalisation de l'objectif de chiffre d'affaires était de nature à caractériser un manquement suffisamment grave. Le simple non-respect d'objectif 2 années de suite prévu par une clause résolutoire n'est pas forcément un manquement grave. Ça peut l'être, mais ça peut aussi ne pas l'être. Et notamment, il faut, si on veut être sûr que le non-respect des objectifs puisse être invoqué dans le cas de la clause résolutoire, il est prudent de pouvoir ajouter en plus des éléments selon lesquels il n'a pas démarché la clientèle, il n'a pas exposé les produits contractuels conformément aux standards, etc., etc., parce que sinon, il fera valoir qu'il n'y peut rien au non-respect des objectifs. C'est lié à des multiples facteurs, la concurrence locale, des nouveaux produits sur le marché, le fait que la rue principale de la ville a été fermée pour travaux pendant 6 mois, etc. etc. Vous voyez, donc, mais ça veut dire que vos clauses résolutoires ne sont plus forcément valables. Il faut qu'elles soient justifiées en plus par un motif grave, tout au moins au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, parce que les juges du fond sont beaucoup plus coulants en la matière et beaucoup plus respectueux du texte du contrat en matière de clause résolutoire. Donc, oui, donc le formalisme à respecter, c'est important. Il faut, dans la mesure du possible, bilatéraliser la clause résolutoire. Parce que si vous avez des clauses résolutoires unilatérales,
sans justification objective, elle risque d'être mise en cause. Et donc ça veut dire que votre résiliation ne sera pas valable. C'est très très dangereux. Donc il vaut mieux bilatéraliser, bien préciser les obligations concernées, savoir qu'il y a un contrôle sur les circonstances de la résolution au titre du Code civil. Est-ce que vous l'avez mise en œuvre de bonne foi ou pas? Est-ce que vous avez empêché que les obligations soient respectées? Ça, c'est le Code civil. Et la gravité, contrôle la gravité de la faute au regard de L442.6.1.5. Donc, il faut faire attention à tout cela. Alors, il y a une question qui se pose en jurisprudence sans arrêt, c'est est-ce que vous pouvez résilier un contrat même si vos clauses résolutoires ne le prévoient pas? C'est-à-dire, est-ce que vous avez encore le droit de faire une résiliation unilatérale du contrat pour faute grave dans un cas dans lequel les clauses résolutoires de votre contrat ne l'ont pas prévu? La réponse dominante est oui, mais c'est à vos risques et périls. Donc on considère aujourd'hui que pour mettre fin à un contrat, vous pouvez le faire soit en saisissant le juge en résolution judiciaire, soit en vertu d'une clause résolutoire contractuelle, soit en usant, et c'est inscrit dans le code maintenant, de votre droit de résolution unilatérale du contrat pour faute grave à vos risques et périls. Donc c'est quelque chose à faire s'il n'y a pas d'autre solution pour des manquements excessivement graves, mais c'est dangereux naturellement parce que votre adversaire dira toujours mais c'était pas prévu dans la clause résolutoire et vous devrez invoquer ah mais la Cour de cassation dans l'arrêt de la chambre commerciale et de la chambre civile du temps en temps a dit qu'on avait le droit. Et il vous dira oui mais ça c'était un cas spécial, c'était parce que la vie des gens qui partaient en voyage dans une yourte en Mongolie était mise en danger et qu'on a résilié le contrat du voyagiste parce que c'était une semaine avant le départ et qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Ce n'est pas votre cas. Vous voyez, on va aboutir à des discussions de ce genre. Règlement des conflits. Est-ce qu'il faut le faire autrement? Les clauses de règlement des conflits. Vous me direz, mais ça n'a rien à voir avec la réforme du Code civil, ça, le règlement des conflits. Alors ça a quelque chose à voir quand même. Parce que la réforme du Code civil donne des droits très importants aux juges, beaucoup plus importants qu'avant. Le juge est un peu une troisième partie au contrat. Il va contrôler tout ce que vous faites, tout ce que vous avez écrit. Donc, il faut que vous ayez le bon juge. Quel est le bon juge? Ça dépend de beaucoup de choses. C'est souvent le juge de votre siège social. Parce que le juge de votre siège social, ce n'est pas celui de votre co-contractant. C'est peut-être mieux d'être jugé à Paris, Nanterre ou Versailles que d'être jugé à Castres, où votre co-contractant est président du Lions Club, son fils est juge au tribunal de commerce, et il est également président du Rotary. Très très dangereux. Donc il vaut mieux être à Paris, à Versailles ou à Nanterre. Alors, entre Paris, Versailles et Nanterre, les juges sont tous très bons dans ces trois juridictions. Mais, problème, c'est que Nanterre et Versailles ne sont pas des juridictions spécialisées au titre de L442.6.1.5 et du droit de la concurrence. Donc, vous risquez d'avoir des problèmes parce que vous allez souvent être attaqué en L442.6.1.2, des équilibres significatifs, L442.6.1.5, rupture de relations commerciales établies, ou toute la ribambelle de L442.6, il y a 20 dispositions. Donc, il faut... Alors, soit vous choisissez Paris, tribunal de commerce de Paris, tribunal de grande instance de Paris, ou bien vous faites un découpage. Vous dites que c'est le tribunal de commerce de Versailles, sauf pour L442.6.1.5 et le droit de la concurrence, c'est le tribunal de commerce de Paris. Vous voyez, il faut choisir le bon juge qui sera le juge compétent pour éviter tous les incidents de compétence. Alors, souvent, il est bon aussi de prévoir des règles de conciliation, de règlement amiable. Alors, là, ça peut jouer un peu dans les deux sens. Alors, il faut savoir que maintenant, la jurisprudence est très sévère. C'est-à-dire, les juges, il y a toute une jurisprudence qui dit qu'il faut éviter que les gens fassent des procès. Et donc, la Cour de cassation veut empêcher les gens de faire des procès. Mais je trouve qu'elle va très très loin parce qu'elle dit que s'il y a une clause de conciliation préalable au contrat qui est une vraie clause de conciliation préalable, il faut avoir recours à la procédure de conciliation préalable et que si on n'y a pas recours, la demande est irrecevable. Donc, si vous n'avez pas fait la tentative de conciliation et qu'elle était impérative d'après le contrat, votre action en justice est irrecevable. Et
vous ne pouvez plus, avant on pouvait rectifier en cours d'instance, on pouvait faire le procès et puis faire la conciliation un peu plus tard. Ce n'est plus possible, il faut faire la conciliation avant. Alors c'est très très ennuyeux parce qu'il y a maintenant des contrats qui prévoient des procédures de conciliation où vous passez d'abord devant un comité ad hoc, composé des opérationnels, puis 3 mois après devant un comité de direction, les 2 comités de direction, puis devant les 2 PDG. Vous voyez, vous avez il faut passer par tout ça, ça peut prendre beaucoup de temps, et il faut respecter chacune des étapes. Alors peut-être qu'il y a un peu d'abus là-dedans, mais si c'est entre 2 très grandes sociétés que le contrat a été négocié, on va considérer que ce n'est pas abusif. Ce n'est pas déséquilibré, ça a été négocié. Et donc, il ne faut pas rater des étapes. Et comme la prescription est de 5 ans, si vous vous trompez, c'est fini. Et donc, il faut faire attention à tout ça. Alors, clause attributive, il faut faire attention à leur rédaction aussi. Parce qu'il ne faut pas dire simplement le tribunal compétent sera le tribunal de commerce de Nanterre. Pour toute interprétation du contrat. Là, vous risquez d'avoir des problèmes. Parce qu'on va vous dire, ah mais il n'y a pas marqué que c'est pour les actions. On n'a pas de problème d'interprétation, nous on agit. Donc elle n'est pas valable, notre clause. Ou bien on va vous dire, ah mais moi je ne fais pas une action contractuelle, non. Je fais une action en rupture de relation commerciale établie. C'est du délictuel. Donc vous avez visé le contrat, mais votre clause elle vise que le contrat. Pas les actions délictuelles en rupture de relation commerciale établie. Et dans les litiges franco-français, ça marche. Dans les litiges internationaux, votre adversaire perdra. Dans un litige franco-français, si vous n'avez pas visé la relation commerciale établie, c'est vous qui perdrez. Donc il faut que votre clause dise toute action, tout différent relatif à l'interprétation, l'exécution, la résiliation, la résolution du contrat et de la relation commerciale entre les parties, et ses suites, sera soumis au tribunal de commerce de Versailles. Donc là, ça marchera. Alors, entre le TGI et le tribunal de commerce, difficile de choisir. Beaucoup de contrats prévoient une compétence au TGI de Paris parce que le co-contractant ou rédacteur du contrat considère que le tribunal de commerce est peut-être trop sensible à la thèse de l'autre partie et que le TGI peut-être est plus neutre. Le problème, c'est que les clauses attributives de compétence au TGI, leur validité est contestée maintenant pour ce qui est de L442.6, puisque L442.6 dit que les contestations sur L442.6 du Code de commerce relèvent pour les contestations entre commerçants du tribunal de commerce. Et la Cour d'appel de Paris a dit récemment que par conséquent le TGI n'était pas compétent. Vous voyez, donc, alors, il y a un pourvoi en cassation, mais on ne sait pas encore ce que ça va donner. Alors est-ce qu'il faut soumettre ces contrats à un juge étranger? Alors d'abord, on ne peut le faire pour l'instant que pour les contrats internationaux. Mais pour un contrat international, la question se pose. Et c'est vrai que beaucoup de rédacteurs de contrats se posent la question, si j'ai un contrat entre une société française, un fournisseur français par exemple, et des distributeurs étrangers, est-ce que j'ai encore intérêt à soumettre ce contrat au droit français? Alors, certains répondent oui, parce que le droit français, je le connais. Il est peut-être imparfait, mais il est gérable. Première solution. Deuxième solution, j'ai trop de risques, et il vaut mieux que je soumette mon contrat au droit suisse ou au droit anglais et aux juridictions suisses, aux juridictions anglaises. Certains fournisseurs font ce choix désormais pour les contrats internationaux parce que, notamment pour échapper aux délais de résiliation qui sont devenus trop longs, 2 à 3 ans, on considère que c'est trop long, pour résilier un contrat avec un partenaire de longue durée, échapper au contrôle des clauses déséquilibrées, échapper à l'abus de dépendance économique, etc., etc. Donc ça veut dire quand même que le bilan de cette réforme, c'est que notre droit est considéré comme moins compétitif, moins efficient que les droits étrangers par les acteurs économiques de la place, ou au moins par les acteurs importants. Donc ça c'est assez triste, hein, parce que ça veut dire que notre droit est en perte de vitesse, puisque déjà nous-mêmes, nous ne le prenons plus quand nous avons la faculté de le faire, et certainement les opérateurs étrangers qui opèrent en France ne recourent pas au droit français. Et ça veut dire que dans les contrats de la quasi-totalité des fournisseurs étrangers qui ont des distributeurs français, c'est un droit étranger qui est prévu avec attribution de compétences à un juge ou à un arbitre étranger. Il n'y a aucun moyen de lutter
si vous êtes dans la situation d'être le partenaire de ce partenaire étranger contre cette attribution de compétences à un tribunal étranger, si c'est un tribunal européen et un droit européen qui s'applique, nos accords internationaux nous l'interdisent. La clause est parfaitement valable, elle est conforme à des conventions internationales. Donc même si nos dispositions sont d'ordre public, ça n'empêche pas la compétence du juge français, c'est la jurisprudence de la Cour de cassation, et il n'y a aucun moyen de revenir dessus. Le seul cas dans lequel ça pourrait peut-être être attaqué, c'est si c'est en rapport avec un partenaire étranger avec lequel nous n'avons pas d'accord international sur la compétence. Dans ce cas-là, on pourrait dire que la règle d'ordre public française doit l'emporter. Ce n'est pas d'ailleurs la jurisprudence de la Cour de cassation pour l'instant. La jurisprudence de la Cour de cassation valide les clauses attributives avec tous les pays du monde, notamment les États-Unis. Et donc, elle considère que même si vous invoquez une disposition d'ordre public, L442-6 par exemple, devant un tribunal français, le tribunal français doit se déclarer incompétent s'il y a une clause attributive de compétence dans votre contrat. Donc c'est la situation. Donc il faut simplement en tenir compte, prendre des décisions en fonction de ça. Alors, on va terminer très rapidement sur une autre façon d'appliquer ces contraintes, parce que ça découle un peu de tout ce que je viens de dire. Négocier autrement, rédiger autrement, ça implique aussi appliquer autrement, parce que si on applique de façon totalement différente à la bonne foi qui doit présider aux négociations et à l'exécution, à la rédaction, eh bien on va avoir des problèmes. Donc ça veut dire qu'il faut appliquer comment? Alors, ne pas croire que le contrat fait la loi des parties. Aujourd'hui, en France, d'ailleurs, le contrat fait la loi des parties, ce n'est plus écrit dans le Code civil aujourd'hui. La formule, c'était une formule très jolie. En peu de mots, on disait quelque chose de très important philosophiquement. Cette formule n'existe plus dans le nouveau Code. Et le contrat ne fait plus la loi des parties en droit français. Il fait peut-être la loi des parties en droit anglais. Quand vous écrivez un contrat en droit anglais, la loi des parties, c'est le contrat. L'ordre public anglais est quasiment réduit à néant. Et même très souvent, les Anglais vendent leurs droits à l'étranger, et donc ils ont prévu que même certaines dispositions impératives du droit anglais applicables au Royaume-Uni pouvaient être écartées dans les rapports internationaux. Ils sont extrêmement malins pour vendre leurs droits. Nous avons des règles d'ordre public partout dans notre droit. Dans le Code de commerce, dans L442-6, dans notre Code civil. Et donc, dès lors que nous concluons un contrat, l'État nous a déjà rempli la moitié des clauses contractuelles auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Alors, quelques exemples. Donc, j'ai donné l'exemple de la résiliation. Il y a plein de choses qu'il faut respecter en cas de résiliation. Vous pensez que vous pouvez résilier parce que votre contrat prévoit une durée un préavis de 6 mois. Non, ça ne sera pas valable. Pas valable peut-être par rapport au Code civil, pas valable par rapport à l'article L442-6-1-5 du Code de commerce. Ça ne sera peut-être pas valable, vous résiliez pour faute, ça ne sera peut-être pas valable, ou en résiliation ordinaire, pardon, ça ne sera peut-être pas valable par rapport au droit des faillites, parce que votre contrat est en cours, et que nous sommes quasiment un des seuls pays du monde à dire qu'on n'a pas le droit de résilier le contrat d'une entreprise en procédure collective. Dans les autres pays, en général, si votre co-contractant est en procédure collective, vous avez le droit de résilier le contrat. Mais donc il faut faire attention à tout ça, et c'est extrêmement dangereux parce que le problème qu'on rencontre souvent, c'est que les opérationnels pensent qu'ils peuvent appliquer les contrats tout seuls. Les commerciaux, les ingénieurs sont une population très dangereuse, parce qu'ils croient qu'ils peuvent appliquer le contrat, et qu'ils peuvent lire le contrat, et la clause permet de faire ça ou ça. Et non, il faut leur dire non. La clause, peut-être, en théorie, permet de faire ça ou ça, mais il faut nous consulter avant, pour savoir si elle permet vraiment de faire ça. Et peut-être qu'elle permettait de faire ça au moment où le contrat a été signé, mais maintenant, on est 10 ans après, et elle ne permet plus. Donc il faut apprécier au regard du contexte. Alors, il faut revisiter régulièrement la façon d'appliquer le contrat, parce que la jurisprudence change sans arrêt. On a une jurisprudence très très changeante, et vous avez quelques exemples. Les clauses attributives de concurrence asymétrique, c'est-à-dire que une des parties a le droit
de saisir tel tribunal et l'autre partie a le droit de saisir tel tribunal. Ou pour certaines choses, on saisit tel tribunal, pour d'autres choses, un autre tribunal. À un moment donné, la Cour de cassation a dit que c'était illégal, nul, en disant que ça avait un caractère potestatif. Et le problème, c'est que juridiquement, c'est pas vrai. Puisque le caractère potestatif doit émaner du débiteur et non du créancier. Donc ils sont revenus sur leur jurisprudence. Vous voyez. Ou bien, à un moment donné, elle a dit que lorsqu'il y avait une clause de non-concurrence post-contractuelle dans un contrat, et lorsqu'on résiliait ce contrat, il fallait nécessairement indemniser le co-contractant soumis à la clause de non-concurrence post-contractuelle. Elle s'est rendue compte, elle a dit, sinon il y a un enrichissement sans cause. Mais elle s'est rendue compte que l'enrichissement sans cause était exclu lorsqu'il y avait un contrat entre les parties. C'est un concept qui ne vaut qu'en l'absence de contrat. Donc elle est revenue sur sa jurisprudence. Donc il n'y a plus d'indemnité. Oui, et ça, c'est intervenu en l'espace de 5 ans chaque fois. Donc vous avez des revirements de jurisprudence, vous avez dus à des erreurs de droit, mais vous en avez aussi d'autres dus à une volonté politique de la Cour de cassation. La Cour de cassation, parfois, elle considère qu'il faut qu'elle change sa jurisprudence et que, par exemple, en cas de clause abusive, elle va dire que il faut appliquer le droit nouveau, même aux relations anciennes. Elle va trouver un moyen pour le faire. Donc tout ça, il faut l'avoir en tête. Le droit change de façon incessante. Et par exemple, moi je fais souvent des présentations sur la rupture de relations commerciales établies. Je suis obligé, je reprends, je suis invité par EFE par exemple à faire quelque chose sur les clauses déséquilibrées. Je reprends ma présentation de l'an dernier, je me dis je vais faire ça en 1 heure, ça sera fait. Non, il faut tout changer. Il faut même changer parfois la structure de la présentation, tellement le droit a changé en l'espace d'1 an. Vous voyez. Donc il faut aussi soi-même se former sans arrêt et réviser sa façon d'appliquer les contraintes. Alors faire intervenir en amont les juristes de façon systématique pour toute question liée à la négociation, à la vie, à la fin du contrat. Alors, ce qui est le plus insupportable qu'on entend parfois de la part des opérationnels, c'est bon, on a négocié et ils vous disent nos juristes mettront ça en forme. Hein. C'est une formule qui devrait être interdite et sanctionnée par une amende interne à l'entreprise. Parce que quand tout a été négocié, c'est souvent trop tard pour remettre en forme. Hein, c'est totalement déformé. On ne peut plus le réformer. Voilà, donc ça, il faut vraiment leur dire qu'il faut que les juristes interviennent dès le départ des négociations, même au stade du projet. Il faut qu'ils soient là pour éviter les problèmes. Alors, éviter les abus également dans l'application. Alors, ça veut dire que vous pouvez avoir des clauses qui sont très bien. Elles ne sont pas déséquilibrées. Mais si vous les appliquez, si vous appliquez votre contrat de façon déséquilibrée, vous pouvez être rattrapé par la patrouille et le juge, au moins le juge commercial, au titre de L442.6.1.2, va vous dire qu'il a le droit de contrôler pas seulement les clauses, mais votre comportement. Et c'est vrai que l'article L442.6.1.2 est écrit de telle façon, soumettre ou tenter de soumettre son partenaire à des obligations déséquilibrées, ça vise les comportements aussi. Enfin, on peut le dire facilement. Tandis que les autres articles visent des clauses. Et la Cour de justice, d'ailleurs, a rendu un arrêt le 7 août 2018, où elle a dit qu'en matière de droit de la consommation, le contrôle ne portait que sur les clauses, et pas sur les comportements. Mais ce n'est pas la même chose en droit commercial. C'est assez étonnant parce que finalement, le droit commercial est plus sévère que le droit de la consommation, puisque le droit commercial, il contrôle le prix et l'objet du contrat, alors que le droit de la consommation, le droit commun ne le contrôle pas, et le droit commercial contrôle les comportements, alors que le droit de la consommation contrôle seulement les clauses. C'est absurde, mais c'est comme ça. Alors, faire preuve d'une grande prudence dans la mise en œuvre du contrat et de la résolution, bon ça on l'a déjà vu, c'est vraiment un des chantiers qui est un nid à contentieux, la résolution du contrat. Donc il faut vraiment respecter les procédures, auto-évaluer le risque qu'on prend, faire attention quand on résilie un contrat, par exemple pour impayé, se poser la question, quel est le montant de l'impayé ? Et est-ce que
mon co-contractant n'a pas des créances qu'il peut invoquer en compensation. Est-ce que je lui ai vraiment payé toutes ses primes, ses garanties, les remboursements de frais auxquels il a droit? Parce que je peux m'apercevoir que je l'ai résilié pour 500 000 euros d'impayés, mais que je lui devais 510 000 euros. Donc finalement, c'est lui qui était créancier de 10 000 euros. Et ça, peut-être, je vais l'apprendre que lors du procès, parce que mes opérationnels ne me l'ont pas dit. Mettre en place un système documentaire adapté. Alors oui, il faut documenter son contrat pour éviter sa remise en cause. Et donc il faut quasiment faire un support durable, quel que soit papier ou informatique, mais un support durable par contrat, pour gérer toute la vie du contrat. Et là, le problème qu'on a, c'est qu'avec les politiques de non-papier, on a un gros problème. C'est qu'il nous arrive d'être saisis pour défendre une entreprise dans un référé d'heure à heure. Je suis assigné en référé d'heure à heure pour lundi prochain, en poursuite du contrat. Et mon adversaire, il a été autorisé à assigner en référé d'heure à heure parce qu'au tribunal de commerce de Paris, vous obtenez sans aucun problème les autorisations d'assigner en référé d'heure à heure. Au TGI, c'est différent. Au TGI, il faut prouver qu'il y a péril dans la demeure. Mais au tribunal de commerce, vous arrivez à convaincre le magistrat de permanence qu'il y a péril dans la demeure. Effectivement, il y a un dommage imminent, un trouble manifestement illicite. C'est très facile à raconter. Et donc, vous vous retrouvez le jeudi à une audience du lundi et vous n'avez pas les documents. Vous demandez les documents à votre client. Votre client a dit « Ah mais nous, on a no paper policy ». Il faut qu'on rapatrie les archives. Les archives, il n'est pas certain qu'elles soient arrivées le lundi. Hein. Voilà. Donc, et vous vous retrouvez, en tant que pauvre avocat, à inventer la défense. Et à la rigueur, votre seul moyen de défense, c'est les pièces adverses. Parce que l'adversaire, il a peut-être communiqué trop de pièces. Et vous êtes obligé de construire votre dossier uniquement sur les pièces adverses. Donc, il faut à tout prix avoir un système documentaire fiable, complet, durable et rapide. Il faut que vous ayez accès à votre dossier avec les preuves très rapidement. Donc, et plus longtemps que la prescription, vu tous les moyens de l'éviter. Alors, utiliser des actions interrogatoires, oui, on l'a vu, c'est une nouveauté, ça peut être intéressant. Donc, faire bon usage des droits unilatéraux. Alors, oui, dans ce nouveau code civil, il y a beaucoup de droits unilatéraux. Donc, alors ça, c'est également quelque chose d'étonnant parce que les droits unilatéraux, c'est plutôt une conception libérale du droit. C'est la croyance que l'économie est une économie de marché et qu'il faut que chaque opérateur, plutôt que de faire un procès, il faut que chaque opérateur puisse mettre fin à un comportement de façon unilatérale, à ses risques et périls, naturellement. S'il s'est trompé, il en sera responsable. Et donc, et le nouveau code attribue des tas de droits unilatéraux aux parties. Par exemple, l'exception d'inexécution. Alors, c'était la jurisprudence, maintenant c'est codifié. Mais ils ont même codifié l'exception d'inexécution par anticipation. Alors ça, c'était connu un tout petit peu dans les cessions de droits sociaux. C'est-à-dire que si je vends des actions qui sont payables à terme et j'ai une clause de garantie de passif, je peux, comment dire, si je suis certain que la clause de garantie de passif va être actionnée, je peux arrêter l'exécution du contrat. Oui, mais il faut vraiment que j'en sois certain. Et donc, c'est le fait de dire que je suis certain que je vais avoir une créance contre l'autre partie, et par conséquent, je suspends l'exécution de ma propre obligation de paiement. Et maintenant, c'est codifié. Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son co-contractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. Donc, mais c'est un droit unilatéral reconnu. La faculté de remplacement. On peut, après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation. Donc ça, il peut le faire sans autorisation judiciaire, hein, d'exécution lui-même de l'obligation. Ou, sur autorisation judiciaire, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Ça va loin. Bon, il faut quand même une autorisation judiciaire. Mais oui, c'est un autre droit unilatéral. Exécution forcée en nature. Alors,
là, c'est la codification de la jurisprudence. Malgré le texte du Code civil qui disait le contraire, la jurisprudence a toujours considéré que les obligations de faire, on pouvait en demander l'exécution en nature. Sauf si il y a une impossibilité morale, matérielle ou juridique de le faire. Par exemple, si vous avez conclu un contrat avec un auteur, en tant qu'éditeur, vous ne pouvez pas l'obliger à écrire le livre. C'est trop personnel. Bon. Mais maintenant, donc, c'est codifié. Donc, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible, ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Donc, pour toute obligation, vous pouvez demander l'exécution au juge, et pas seulement que ça soit résolu par dommages et intérêts. L'exception, c'est que s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Alors ça a été très critiqué par une grande partie de la doctrine, qui a dit que le droit à l'exécution du contrat avait disparu par le nouveau code, notamment en matière immobilière. Donc les professeurs de droit immobilier ont dit les promoteurs ils vont se précipiter là-dessus pour ne plus remplir leurs obligations. S'ils avaient à fournir 500 appartements avec un parquet de telle qualité, s'ils fournissent un parquet avec une autre qualité, ils vont dire non mais vous prenez des appartements avec le parquet, je vais pas enlever 500 parquets dans 500 appartements, il y aurait une disproportion manifeste entre le coût pour moi, parce que enlever du parquet ça coûte très cher, hein, et l'intérêt pour le créancier, parce que qu'est-ce que vous en avez à faire, que ce soit du parquet, de ça ou de ça, je vous payerai des dommages et intérêts. Alors finalement la disposition est restée, c'était très critiqué par le Sénat notamment, hein, mais ils ont rajouté qu'il fallait que le débiteur soit de bonne foi pour l'invoquer. Donc c'est le rajout qui a été fait dans le texte, dans la loi de ratification de l'ordonnance. Donc, quelques conseils. Oui, vous pouvez obtenir l'exécution forcée. Il faut arriver à bien montrer que les conditions sont remplies. Réfaction du prix, c'est un autre droit unilatéral, le droit de réfaction du prix. Alors le conseil qu'on peut donner, c'est qu'il faut toujours faire attention à tous ces droits unilatéraux, et il se peut que si vous êtes dans certaines situations contractuelles, vous ayez intérêt à les exclure contractuellement. Alors, la réaction de la pratique par rapport à certains de ces droits a effectivement été de les exclure systématiquement. Par exemple, la faculté de réduction du prix en cas d'exécution imparfaite. Dans tous les contrats de distribution, les fournisseurs l'écartent parce qu'ils considèrent que c'est trop facile pour un distributeur en litige de faire jouer cette clause et de faire une réfaction du prix, de commencer à ne pas payer, de faire des soustractions dans ce qu'il doit, et notamment dans les contrats de distribution de produits un peu sophistiqués, parce qu'il y a souvent des problèmes, des retards, des problèmes de qualité, des désaccords, etc. Ils ont préféré ne pas prévoir dans le contrat l'exclusion de ce droit unilatéral. Alors, un conseil dans l'exécution aussi, c'est qu'il faut toujours être conscient des pouvoirs du juge et que votre comportement sera examiné par le juge, et il faut se dire comment est-ce qu'un juge au tribunal de commerce va juger ce que j'ai fait, en sachant que au tribunal de commerce, la partie envers qui je me suis comporté risque d'être présente en personne. Il n'y aura pas seulement son avocat, il y aura aussi les personnes avec qui j'étais en partenariat. Et donc, comment est-ce que le juge va interpréter mon comportement? Et il faut se dire que le juge, il va regarder est-ce que j'étais de bonne foi dans ce que j'ai fait, dans la façon dont j'ai rédigé mon contrat, naturellement, dans la façon dont je l'ai négocié, mais aussi dans la façon dont je l'ai exécuté. Et je vais être en présence physique des personnes avec lesquelles j'étais en relation. Donc je ne peux pas faire n'importe quoi.
Et il faut bien se dire et dire aux opérationnels qu'on est sous le regard du juge. Troisième partie au contrat quasiment. Donc ses pouvoirs sont accrus, son pouvoir d'interprétation est accru. Comme il y a ces 350 ou 357 articles n'ont pas fait l'objet de débats parlementaires très poussés, pour la plupart d'entre eux. Il n'y a que 10% des articles qui ont fait l'objet d'un débat parlementaire. Vous avez les interprétations de la doctrine qui vont entrer en ligne de compte. Et comme je l'ai dit, la doctrine est très partagée. Il y a des interprétations totalement divergentes sur beaucoup d'articles. La jurisprudence d'avant n'était pas toujours très claire. Et la codification, parfois, n'est pas totale. Les articles sont codifiés en partie, parfois, les jurisprudences. Et donc, on peut se demander, est-ce que la jurisprudence qui n'a pas été codifiée, est-ce qu'elle n'a pas été codifiée parce qu'elle est plus valable? Ou est-ce qu'elle n'a pas été codifiée parce que c'était du détail? On n'en a pas tenu compte, mais ça reste toujours valable. Donc le juge va avoir toute cette marge d'interprétation. Et donc son rôle est très important. Alors, en conclusion, je pense que j'ai fait récemment un exposé devant une direction juridique sur le nouveau droit des contrats, et à la fin ils m'ont dit c'est très bien, c'est nous maintenant les rois des contrats. Parce que on va avoir besoin de nous, encore plus qu'avant. Mais je pense que c'est vrai, c'est que vos sociétés, vos entreprises vont avoir besoin de vous pour négocier, rédiger et appliquer les contrats plus qu'avant. C'est l'esprit de ce code, c'est l'évolution de notre société. Le droit devient plus important dans la société française. C'est vrai que nous avons une différence par rapport aux autres sociétés, c'est que jusqu'à présent, l'administration et l'intervention réglementaire de l'État était très importante. Elle le demeure, puisque l'État ne veut rien lâcher de ses pouvoirs. Mais néanmoins, il y a un courant de fond que rien ne peut arrêter. C'est un peu une marée montante, et on n'arrête pas les marées montantes. C'est que le droit devient plus important et que nos sociétés deviennent plus horizontales, et que par conséquent, dans une société horizontale et complexe, le droit est l'outil de fonctionnement de la société, et pas l'intervention administrative d'en haut. Et la place du juriste, donc, nécessairement, va devenir plus importante. Et ça veut dire aussi que les organisations des sociétés doivent être modifiées, je pense. Et que très souvent, les organisations sociétaires ne correspondent pas à cette réalité. Par exemple, si je vois un organigramme, et si je vois que le directeur juridique est rattaché au directeur financier, au DAF, je me dis que c'est une aberration. Cette société n'est pas à jour. Le directeur juridique doit faire partie du comité de direction et être rattaché au directeur général. Il n'a rien à voir avec le DAF. Et il doit avoir un droit de veto sur les décisions, sauf renversement de son droit de veto par le directeur général ou le président. Donc je pense que cette réforme du droit nous amène aussi à réformer nos organisations. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Merci pour votre écoute. Bon, peut-être que certains d'entre vous veulent réagir, faire des observations sur on a quelques minutes encore, ou poser des questions. Oui. Qu'en est-il en fait de l'article qui a fait couler beaucoup d'encre en fait, qui prévoyait en fait que lorsque une durée du contrat en fait se renouvelle tacitement, elle est pour une durée indéterminée. Alors que les contrats prévoient que le tacitement pour des durées de 1 an, 2 ans, etc. Alors, effectivement, la jurisprudence avant la réforme avait tendance à dire que lorsque il y avait un renouvellement du contrat, d'un contrat à durée déterminée, s'il y avait un renouvellement, c'était pour une durée indéterminée. Et cette solution, c'était quand même la jurisprudence dominante. Bon, parfois, elle va dans tous les sens, il y a plusieurs courants, mais c'était la jurisprudence dominante. Et ça a été codifié dans le nouveau code. Donc si un contrat se renouvelle, normalement, le nouveau contrat est à durée indéterminée. Néanmoins, vous pouvez prévoir dans votre ancien contrat que le contrat se renouvellera pour une durée déterminée de 1 an.
Dans ce cas-là, c'est la volonté des parties qui l'emporte. Vous voyez, on peut déroger à ce renouvellement pour une durée indéterminée, mais il faut l'avoir prévu contractuellement. Après, le problème que vous allez avoir en pratique, c'est que vous avez beau avoir stipulé ce que vous voulez dans votre contrat, si vous avez un contrat à durée déterminée d'1 an, qui se renouvelle toujours pour 1 an, le problème c'est que si vous l'avez renouvelé, alors en droit civil, ça sera bien des contrats à durée déterminée de 1 an. En revanche, si vous l'avez renouvelé 10 fois, en L442.6.1.5, ça va être considéré comme comme une relation commerciale à durée indéterminée, enfin à durée de 10 ans, pardon. Vous voyez, le problème, c'est que vous avez une appréciation différente selon le corps de règles que vous appliquez, droit civil, mais ça sera, la relation commerciale sera à durée indéterminée ou déterminée plus longue. Et donc, si vous avez prévu dans votre contrat à durée déterminée de 1 an renouvelable pour 1 an, un délai de préavis de 3 mois, au bout de 10 ans, ça sera plus 3 mois. Et il faudra donner, je ne sais pas, 6 mois, 9 mois, j'en sais rien, enfin, selon l'ancienneté, selon la relation de dépendance, selon la part dans le chiffre d'affaires, selon les usages du secteur, voilà, etc. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop inquiété. Oui. Par rapport aux clauses pénales, Oui. le nouvel article du Code civil 1200 et quelques... J'aimerais savoir ce que vous en pensez, notamment par rapport aux pénalités donc, que l'on insère, et notamment pour les retards dans les contrats. Et notamment cette notion de pénalité libératoire et non libératoire sur les obligations, parce que moi j'ai des problèmes dans ma société, entre des personnes qui pensent que ça libérerait totalement la partie de ces obligations, alors que d'autres penseraient que ça libérerait seulement la partie en ayant payé sa pénalité par rapport à son retard. Voilà. Alors, j'avoue que ça mériterait presque une petite consultation, cette question. Oui, non, mais je sais. Mais alors, j'ai pas été confronté à devoir interpréter cette disposition. Hein. Personne ne m'a jamais posé la question. Alors, moi, j'aurais tendance à réagir de façon intuitive à votre question sur 2 choses, mais après, il faudrait le vérifier. Il y a d'une part... dire exactement, stipuler très exactement dans le contrat les conséquences qu'on veut lui donner pour éviter toute cette discussion, parce que sinon on aura la discussion si on n'a pas prévu. Et d'autre part, sur les clauses pénales, alors il faut faire attention, toujours dans toutes ces rédactions de clauses pénales, il faut faire attention à l'excès. Bon, parce que de toute façon, si on est excessif, soit la clause sera révisée, de toute façon, à proportion du vrai préjudice, soit elle sera déclarée non valable en disant que, en faisant ce genre de clause pénale totalement excessive, vous avez soumis votre co-contractant à des obligations totalement déséquilibrées. Alors, même s'il y a un petit courant de jurisprudence qui fait échapper les clauses pénales au contrôle de L442.6.1.2 en disant que dès lors que c'est pour l'exécution d'une obligation et que l'obligation est valable, la clause est valable, qu'elle peut seulement être révisée. Mais c'est un peu ma réaction intuitive à votre question. Bonjour. Une question sur l'interdépendance des contrats et la disparition d'un contrat qui entraîne la caducité de l'autre. Est-ce que vous pouvez me dire à votre avis quelles sont les clauses qui survivent à cette caducité? Est-ce qu'il est possible de l'aménager? Et je pense notamment dans des contrats de financement aux clauses qui prévoient le paiement de l'intégralité des loyers lorsque le contrat principal disparaît. Oui, alors c'est pareil, je pense que là c'est également une question qui mérite oui, réflexion. une consultation ou simplement... là, je préfère que m'envoyiez un petit mail et je regarde la question, parce que sinon, je risque de vous dire des bêtises ou de revenir sur ce que j'ai dit. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une des questions, les plus compliquées, et malheureusement, la réponse elle-même est assez complexe. Oui. En cas de difficultés suffisamment graves, vous voyez concrètement en fait des cas
difficultés suffisamment graves, de fautes graves, vous voulez dire? Oui. En fait, ce qu'on voit en pratique sur la faute grave, ce qui est toujours admis par les juges, c'est le non-paiement, comme faute grave. C'est-à-dire que l'obligation d'un acheteur de payer les produits ou les services dans les délais, le non-respect de cette obligation, après mise en demeure, est de façon quasi systématique considéré comme une faute grave. C'est-à-dire que les juges considèrent que c'est une obligation essentielle et sanctionnent le non-paiement. Donc ça, je pense que ça reste quelque chose de vraiment acquis. Après, tout le reste, il faut voir au cas par cas. Je vous donne un exemple de... Moi, j'ai plaidé hier une affaire dans laquelle, un distributeur, un réparateur agréé, avait un contrat de réparation agréée pour 2 villes en province. Un établissement principal à un endroit, un établissement secondaire à un autre. Les relations n'étaient pas très bonnes entre le fournisseur et le réparateur agréé. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, le fournisseur s'est rendu compte, en consultant le site internet, que l'établissement secondaire était fermé. Il est marqué fermé pour travaux. Et il est allé sur place et il a fait un constat d'huissier. Il a vu que c'était fermé, c'était plus un garage, c'était devenu une supérette de produits alimentaires. Bon, il n'était pas content de découvrir qu'il n'y avait plus de service après-vente dans cette ville, et alors que le contrat prévoyait une obligation d'informer le fournisseur 3 mois à l'avance en cas de changement d'un établissement et de solliciter l'autorisation en cas de transfert, par exemple, pour vérifier si les critères de sélection qualitatifs étaient toujours remplis dans le nouvel emplacement. Donc là, il y a eu une mise en demeure de se mettre en conformité sous 1 mois, conformément au contrat, clause résolutoire. Naturellement, au bout d'1 mois, il y avait toujours une supérette de produits alimentaires, et le contrat a été résilié pour faute, immédiatement, sans préavis. Procès, référé, demande de poursuite des relations. Et alors les arguments, c'était de dire, par exemple, oui, mais si j'ai fermé, je ne vous ai pas prévenu 3 mois à l'avance, mais c'est parce que vous-même, vous ne m'avez pas encore payé toutes les primes. Donc il fallait bien que je ferme le local parce que j'avais plus assez d'argent pour le faire fonctionner. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Oui, vous m'avez résilié mon contrat en totalité. Mais j'ai fermé que l'établissement secondaire. L'établissement principal, il marche toujours. Donc votre résiliation, elle est totalement abusive. Bon. Donc le juge des référés a dit quand même mettre des produits alimentaires à la place d'un garage, c'est pas normal pour la marque. Le fait que ce soit l'établissement secondaire, on s'en moque parce que c'était une obligation générale dans le contrat qui vaut pour tous les établissements. Même si vous devez un peu d'argent, ça vous coûtait rien de le prévenir 3 mois avant. Vous aviez la faute, il n'y a pas de lien entre les 2 obligations, donc vous pouvez pas, il n'y a pas d'exception d'inexécution parce que les 2 obligations ne sont pas interdépendantes. Donc le juge a dit c'est une faute grave. Et faute grave, on se moque qu'il y a un dommage imminent, faute grave, le contrat est résilié. Maintenant on est au fond, mais vous voyez, donc là ça a été admis. Ou bien la non-fourniture d'une garantie. Le contrat prévoit qu'il faut fournir une garantie de paiement, une caution, et la caution n'est plus fournie. C'est parfois discuté, mais on admet que si je fais crédit à quelqu'un, et j'ai un crédit fournisseur, il ne me fournit pas la caution, bon, il va me dire, mais vous pouvez me remettre au comptant. Et je lui dis, non, je ne vais pas vous remettre au comptant, parce que mon distributeur dans telle zone, si je ne peux pas vous faire crédit, si tout passe au comptant, vous m'achetez quasiment plus rien. Et il faut que vous attendiez d'être payé par votre client pour me payer. Je vais vendre 10 fois moins. Donc la non-fourniture de la caution est une faute grave dans ce cas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Un faux, des fausses demandes d'aide. Par exemple, je donne une prime en cas de vente à des grandes sociétés. Et puis, pour favoriser les ventes aux sociétés, et je m'aperçois que mon distributeur, il me présente des ventes à une société civile immobilière. C'est quand même étrange qu'elle m'achète, j'en sais rien, 500 téléphones ou 10 voitures, une société civile immobilière. Je regarde et je vois que la société civile immobilière, elle est contrôlée par les associés
de mon distributeur et qu'après ils vendent ces produits à des consommateurs. Donc il m'a roulé dans la farine. Je voulais favoriser les ventes aux sociétés, je donne des primes pour ça et il les contourne en se mettant de l'argent dans la poche qu'il ne devrait pas toucher. C'est une fraude. Donc je résilie pour ça. Alors faire attention quand même, ne pas résilier pour le délit pénal de fraude, parce que sinon il va vous dire vous résiliez pour un délit pénal, mais j'ai pas été condamné moi, et la présomption d'innocence. Et est-ce que vous m'avez invité à m'expliquer? Donc jamais résilier pour délit pénal, parce que le délit pénal, de toute façon la justice pénale, ça dure des années, et pour arriver à prouver un délit pénal, entre parties, la justice pénale n'aime pas les affaires entre parties, donc jamais pour délit pénal. Oui. Mais pour le fait constitutif du délit, oui, présentation d'une fausse demande de remboursement de prime. Oui, voilà. Donc c'est des cas qui marchent. Les cas difficiles, c'est des objectifs, parce qu'il y a beaucoup de résignation pour non-respect d'objectifs. Alors bien sûr, s'il fait 5%, 10% de ses objectifs, je pense que le juge va dire il y a un problème. Mais s'il est juste à la limite, là, c'est dangereux. Vous allez peut-être gagner devant le tribunal de commerce ou la cour d'appel, mais si ça monte en cassation, vous allez perdre. Sauf si vous arrivez à montrer qu'il n'a pas mis les moyens pour faire les objectifs. Voilà quelques exemples, mais voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous, en pratique, on a quand même pas mal de procès sur cette histoire de communication et d'acceptation des conditions générales de vente, et que bon, tout est souvent une affaire d'espèce, hein, et c'est très lié aux circonstances de l'espèce. Et la jurisprudence est assez variable. Donc, moi, je pense qu'il faut maintenant, vu le nouveau texte du Code civil, qui est quand même très clair et très strict, je pense qu'on a intérêt à, entre guillemets, bétonner la communication et l'acceptation, parce que sinon ça va donner lieu à des contentieux, voyez, et je peux pas vous garantir l'issue des contentieux, et surtout vu la façon dont c'est rédigé maintenant. Alors peut-être que certaines choses qui passaient avant en termes de communication ou d'acceptation, à mon avis, auront du mal à être acceptées aujourd'hui en justice, vont être très contestées. Donc je pense qu'il faut multiplier les sources de communication et d'acceptation par tous les moyens, alors les faire figurer naturellement au dos des bons de commande, sur les bons de livraison, sur les factures, dans les contrats. Oui, moi j'aurais dans le document d'information précontractuelle, j'aurais tendance à multiplier les modes de communication et d'acceptation, parce que plus vous en aurez, plus vous augmenterez votre chance de gagner votre procès et d'approcher les 100% de chances de gain. Parce que le problème aussi, c'est que dans un cas concret, on se rend compte souvent que toute la mécanique n'a pas été respectée en totalité, qu'il y a des éléments manquants. Vous voyez, et donc pour rattraper ça, plus vous aurez fait de choses, mieux ça vaudra. Et ça vaut quand même la peine, parce qu'il y a quand même des choses importantes. La clause de réserve de propriété. Alors nous on a beaucoup de procès sur l'acceptation de la clause de réserve de propriété. Alors parfois quand les administrateurs judiciaires sont coulants, ça marche parfois, on arrive à faire passer des choses, on se demande parfois, ils vérifient rien, mais quand ils font vraiment attention, c'est pas si facile que ça, hein, donc il vaut mieux multiplier les sources documentaires. Bon, sachant quand même que la preuve est libre, hein, en matière commerciale, hein, donc ça nous donne un argument de plus. Écoute, bon, oui. Si vous êtes fournisseur de produits, vous avez intérêt pour protéger vos intérêts financiers à prévoir dans votre contrat une clause de réserve de propriété disant que vous êtes... Alors, il faut dire que vous continuez à être propriétaire de la marchandise jusqu'au parfait paiement. Attention quand même à dire que les risques sont transférés immédiatement, parce que parfois les gens l'oublient, et ça c'est très très dangereux, parce que si les risques ne sont pas transférés, c'est vous qui continuez à les supporter, et si la marchandise disparaît, vous avez tout perdu. Donc dire toujours que vous réservez la propriété jusqu'à parfait paiement, mais vous transférez immédiatement les risques. Et ça vous permet, en cas de procédure collective, d'avoir le droit de reprendre les marchandises si elles existent toujours en nature, ou dans certains cas d'être payées. Voilà, si elles existent en nature et si elles sont utilisées par la procédure collective. Donc ça c'est très... Nous on a eu le cas par exemple en matière de jouets, il y a beaucoup de
distributeurs de jouets qui ont fait faillite, on a fait jouer la clause de réserve de propriété pour les fabricants de jouets et on a trouvé un accord avec les administrateurs que tous les jouets qui sont vendus, qui étaient en stock, qui sont vendus, ils nous sont payés à nous au titre de la réserve de propriété. Donc ça, c'est pour ça que c'est important de l'avoir dans ces contrats. Si on l'a pas dans ces contrats, il faut l'avoir dans les conditions générales de vente et arriver à faire accepter les conditions générales de vente pour pouvoir s'en prévaloir. Voilà, c'est assez important. Bon, on va en terminer là. Merci.